Max Verstappen a retrouvé le chemin de la victoire hier et ce matin, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui retiendront la réussite, la chance paraît-il, et les autres qui ont vu hier le chef-d'œuvre d'un grand champion. Peu importe où se situe votre vérité, on a vécu à Interlagos le Grand Prix le plus fou de cette saison 2024 et c'est l'heure d'en parler avec Hamza Ramani, avec Brice Germain. Comment ça va les gars ? Super. On a vraiment envie d'en parler là ? Non mais c'est vrai, parlons de golf aujourd'hui. T'as pas envie d'être là ? Je sais pas, c'est vraiment le sujet. Ah, je sais à quoi il fait référence. Alors, ça, on fait une micro-parenthèse mini, hein, c'est la première et la dernière de cette émission. Tu sais que c'est un empoisonneur lui. Hein. Ce week-end, C'est un empoisonneur. Hein. Alpine a fait un double podium. Et comme par hasard, dans le même week-end, on avait une interview avec Bruno Famin qui s'est très très mal passé. Et si vous êtes avec nous mercredi, on vous expliquera pourquoi. Voilà. C'est important de commencer là-dessus avant les festivités, le côté sentimental. Alors qu'on a eu dans la semaine une autre interview avec un ancien directeur d'écurie qui s'est elle très bien passé. Et tu peux dire le nom. Gunther Steiner. Et ça sera la semaine prochaine les gars sur les pistonnets. Ouais. Grande émission. L'interview fait 30 minutes, on va peut-être réduire pour éviter les... Enfin, on va cutter un peu. Et les blagues de Gunther. I thought you were Romain Grosjean. On vous spoil rien, mais il vous a bien tavé. Enfin, ouais. Ah, il t'a pris pour Romain Grosjean. Et Romain Grosjean with a short nose. Encore un grand moment de cette aventure. Ouais. T'étais en costard, t'avais un micro et ton TOEIC a disparu. Ouais. Ah oui, ouais, par contre, mon anglais m'a complètement abandonné. I was a F1 team. On a cru un. Good Gunther. On a cru un javanais, quoi. Vraiment, ouais. Daniel Leclerc en interview en anglais. Franchement, c'était une catastrophe. François Hollande au moment d'un discours sous la pluie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, t'avais fait le tirage au sort de la Coupe de France. J'étais bien cramé. T'avais encore dormi une heure par nuit. Du coup, t'as utilisé ton quota d'anglais pour la journée. Non, ouais. Tu connais pour Roquefort-la-Bédoule, tu sais, quand ça sort, faut le dire en anglais. Enfin, je te rappelle quand même que toi, tu dors la nuit, lui, non. Oh, Hamza, tu sais, tu peux le contacter vers 2-3 heures du matin généralement. Ah oui, il dort le matin. Il est à l'heure à Amérique du Sud, Hamza. Bon les gars, ça va ? Est-ce que c'était le Grand Prix le plus fou de cette saison ? Sur le moment, oui. Au second visionnage. Ouais, exactement. Second visionnage, pas si fou. Tu étais bien, franchement. Ouais, très bon Grand Prix. Il fera partie du top 5 de la saison, indiscutablement. Non, c'est peut-être le meilleur de la saison. Maintenant, moi, quand je l'ai regardé, je me suis dit que c'était peut-être dans le top 10 des courses ever que j'avais vues. En direct. Sur le moment, sur l'instant. Ouais, parce que je le commentais, parce que j'étais à fond dedans, etc., etc. Et au moment où je l'ai re-regardé après à froid, à 3 du mat, je me suis dit, ouais, il y a des moments quand même où je ferme les yeux. Mais bon, c'est 3 du mat. Non, mais t'as raison. Moi, au moment du drapeau rouge, je me dis, il y a le potentiel pour que cette course... Alors après, c'est au moment du drapeau rouge, donc on ne sait pas ce qui se passera derrière, mais je me dis, cette course a le potentiel pour arriver très haut, comme les Interlagos 2012 ou Canada. Oui, bien sûr. Ou toutes ces... Si le titre s'était joué hier, c'est pas joué hier. c'est remarquable. Si genre c'était la dernière course de la saison et qu'il y avait moins de 25 points d'écart, ça aurait été un Grand Prix par exemple complètement fou, quoi. L'enjeu aurait. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu dans le regret quand même. T'es en train de me dire qu'à cause de Lando Norris, cette course ne restera pas dans les annales. Je suis pas en train de dire ça. Si. Non, arrête d'empoisonner l'émission. Si. Arrête. Mais non. Si. C'est juste que je préférais quand même quand le Brésil terminait la saison parce que les Grands Prix étaient si fous au Brésil que du coup t'arrivais à la dernière manche et tout était possible. Que Abu Dhabi c'est quand même une fois sur 5 qu'il y a quelque chose qui se passe quand déjà il y a une lutte pour le titre qui se joue. Folle à Abu Dhabi parce que moi j'ai pas souvenir. 2010 quand même. 2010. Puis pas pour les bonnes raisons. 2021, excuse-moi quand même. Ah oui, 2021 c'est pas mal, ouais. 2021 c'est différent. Elle est folle quand même. Oui, mais c'est pas. Tu sais, avec un coéquipier qui défend pour aider son coéquipier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Attendez. Des gens qui portent la couleur que tu portes à l'heure actuelle. Ah ouais. Spoiler, c'est pas rose saumon. Ouais, je me disais, c'est pas souvenir. Non, moi je la vois orange personnellement. Ah, d'accord. Papaye presque. Regardez les gars, regardez justement les 4 enseignements qui ont été retenus par les pistonnés. On en a discuté toute la nuit, on a réussi enfin à se mettre d'accord. Le premier, forcément, c'est une masterclass qui nous a offert sans doute le tournant de 2024. On évoquera aussi Chuck Norris. On connaissait Chuck Norris qui a bercé notre enfance. On a redécouvert Chuck Norris dans une année 2024 décidément qui lui va si bien. Crédit à Emmanuel Moine. Non, mais c'est l'équipe. Emmanuel Moine. C'est l'équipe. Gasly Ocon qui tranche dans le vif.
Bruno, si tu nous écoutes, on t'aime toujours crois pas, autant, non. bien évidemment. Ouais, apparemment pas, il veut pas répondre à nos questions. Et puis, la quatrième enseignement, Obrigado, Cao Paulo. C'est super tu veux que dur. je leur fasse Ouais, Obrigado, Cowball. Ah ouais, ça. L'as des accents. J'ai un accent français, peu importe la langue que je parle, de toute façon. Hello, Gunther. Tout va bien. Voilà les 4 enseignements qui ont marqué notre esprit. Bon, Léo, un petit jingle et on rentre tout de suite dans le vif parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le Grand Prix du Brésil, c'était la 21e manche du championnat du monde de Formule 1. La victoire de Max Verstappen. On revoit justement le résultat à l'arrivée. Attention, mouillez-vous la nuque, ça va vous faire bizarre. Verstappen a gagné, ça faisait longtemps. 2 Alpines sur le podium, le meilleur résultat de l'histoire de l'écurie française. George Russell est 4e, Charles Leclerc 5e. Depuis le retour. Hein ? Depuis le retour, meilleur résultat de l'écurie française. Non, mais il a dit écurie française. Oui, pardon. Voilà. Ça commence. Mais non, moi, parce déjà, que je moi, pensais dans les- qu'on allait envoyer du Non, bois, mais lui, il envoie dans les cyanure. discours de remerciements, de félicitations, j'ai beaucoup entendu Enstone, j'ai pas entendu Viry. Du coup, Bah je me oui. pose la question si c'est encore Bah une oui. écurie Mais française. Enstone, en fait, tu te trompes. Enstone, c'est Je te- Enstone sur scène dans le Val d'Oise. Je te laisserai, Ah, je te laisserai d'accord. poser Il y a la un- question à Bruno Famin qui adore parler de Formule 1 apparemment. On revient sur le classement les gars. Charles Leclerc 5e, Lando Norris 6e, Yuki Tsunoda 7e, Piastri, Lawson et Lewis Hamilton qui met un petit point. On aura peut-être l'occasion justement d'en parler. Fonçons tout de suite sur la grande perf les gars de ce week-end, la Maxterclass, le tournant de cette saison 2024 qui nous a été offert par l'excellent Max Verstappen, la fin de la série noire, première victoire depuis 133 jours, ça faisait 10 courses tout simplement, et le Grand Prix d'Espagne, et bien que Max Verstappen attendait de retrouver la première marche, c'est l'une des plus belles remontées de l'histoire. Statistiquement elle est à la 5e place dans toute l'histoire de la Formule 1, mais ce sujet là les gars on n'en parlera pas parce que ce sera le sujet du débat mercredi où on prendra un petit peu de recul avec ce qui s'est passé, on se posera la question de savoir si c'était la plus belle course de la carrière de Max Verstappen et où est-ce qu'on la situe bien sûr dans l'histoire de la Formule 1. On rappelle les faits, Verstappen est éliminé en Q2, pénalisé de 5 places, il part donc 17e. Il part 17e sur la grille, mais Albon est forfait, donc du coup il part depuis la 16e place. Il est P10 au premier virage du deuxième tour en Il y a passant Stroll Lewis qui est absent Hamilton. Et oui, enfin qui a déclaré forfait tout seul apparemment. Il s'est mis dans le bac, il s'est dit celle-ci je vais pas la Enfin, faire. parce qu'on en parlait, on n'en parlera pas. Ouais, Moi, sincèrement, je me suis vraiment posé la question est-ce qu'il a envie de courir? Mais on Parce va que vraiment c'est parler, tellement, les avec gars. tout le respect que j'ai pour lui, ça me semble tellement ubuesque Non, mais cette les gars. situation que pour moi, il se met dans le bac, il dit je rentre à la Les maison. gars, vous avez vu la performance de Max Verstappen, on est sur un tableau Max Verstappen, on va vraiment parler de ce qu'a fait Lance Stroll hier dans le bac à C'est plus gravier. drôle, mais. Franchement, non, merci, au revoir, merci Lance, merci pour tout, Mais virez-le. c'était extraordinaire. Notre ami Max, donc qui partait de loin, P10, je le disais, au premier virage du deuxième tour lorsqu'il passe Lewis Hamilton, funambule dans des conditions dantesques, ça il nous l'a habitué depuis le début de sa carrière, la stratégie audacieuse, stratégie récompensée, l'attaque sur Ocon aussi également au restart, et puis à l'arrivée 20 secondes d'avance. Et cette question, même si on a une réponse, les gars, 2024, ça y est définitivement pliée. Il y aura plus de suspense, on y croit plus ce matin. Bah, j'y croyais pas depuis le début de saison, donc le suspense en soi, c'est aussi dépendant des deux pilotes que tu as qui se battent pour le titre. C'est vrai. J'aime pas quand les événements lui donnent raison, alors qu'aussi bien ils auraient pu lui donner tort, tu vois. Non, mais c'est juste que l'histoire, encore une fois, prouve que quand je dis quelque chose, j'ai Non, raison, non, mais- c'est pas grave. Ah, c'est Hamza Mèche Blonde là aujourd'hui. Non, C'est parler Riolo sérieusement- pour parler sérieusement, sans parler effectivement du débat que l'on aura le plaisir d'échanger à ce sujet mercredi, ouais. La course de Verstappen, évidemment que ça reste une course référence dans sa carrière, et ça fait partie de ces courses où il n'y a pas d'explication vraiment rationnelle parce que ça aurait pu tourner, comme tu le dis, dans un sens comme dans l'autre. Tu vois, une histoire de timing, une histoire de safety car, Norris qui entre au stand avec Russell au moment où la virtual safety car est sur la phase terminée, du coup. Il y a... Voilà, c'est dur. Au final, avant le Grand Prix, tu te dis tu peux potentiellement arriver à 19 points ou 18 ou 19 points d'écart si Verstappen ne termine pas la course ou termine la course hors des points et Norris gagne la course. Et tu te retrouves avec un plus 62. Plus 62. C'est violent, mais honnêtement, alors oui, il y a beaucoup de choses à dire sur Norris. Il y en a aussi à dire sur Max Verstappen. Mais ça fait aussi partie de ces courses où, finalement, je parlerai de Norris tout à l'heure. Mais tu peux pas... Il a pris sa cartouche de Non, non, mais Le non, mais en fait, chasseur, il a fait l'analyse... Regarde pour tout à l'heure. Si tu veux, l'analyse, en La fait... biche est trop petite. L'analyse, elle peut pas être aussi
franche et carrée que sur une course normale. Que Verstappen termine dans les points, honnêtement, moi je m'y attendais. Qu'il termine même potentiellement sur le podium, je me dis que c'était totalement possible. Parce que ce pilote-là, sous la pluie, avec ce circuit-là en plus que l'on connaît, il est capable de réaliser des choses incroyables. Il nous l'a montré par le passé, et lorsqu'il est 9ème après 2 tours, on peut pas... Enfin, moi en tout cas, j'étais pas surpris, je sais pas pour vous. J'étais quand même surpris un peu quand même. Enfin, t'es surpris, pas surpris. Le départ, il est monstrueux, non, mais tu sais très bien. T'es monstrueux dans ce qu'il fait. T'es pas surpris parce que tu connais son talent sous la pluie, tu as raison. Mais tu arrives encore à être enthousiasmé parce que ce mec produit alors qu'il en est à sa 60e masterclass. Mais oui, mais en fait, moi, et c'est peut-être l'image du week-end, moi, ce que je retiens, et c'est une question que je vous pose, la célébration. Depuis combien de temps on n'a pas vu une célébration de Verstappen aussi ému même en interview? Moi, j'ai trouvé que dans le carré, il était assez ému. C'est un pilote qui gagne une course. Si demain Brice il gagne une course, moi je vais voir Brice, il va célébrer. Là, Verstappen, pendant longtemps, lorsqu'il gagnait des courses, il était impassible. C'était job done. Là, on est passé sur un cap. Je pense que même lui, et là on en parlera mercredi, il sait que cette victoire, elle est significative aussi peut-être pour sa carrière. Je célèbre pas de la même manière quand je sais que j'ai une belle machine comparé au fait que je sache que j'ai livré une belle guerre. Tu te compares vraiment à Max Verstappen? Non, c'est juste que dans ce qu'il dit, Hamza, je reconnais effectivement un point, c'est que il sait qu'il est allé la chercher lui là. Et que c'est pas sa Red Bull, que c'est pas une victoire parmi tant d'autres avec 30 secondes d'avance parce que tout fonctionne bien pour lui et que concrètement il a juste à être coup de portière. Là, en fait, il a pas été coup de portière, il a été le couteau entre les dents et tout ce qu'il a entrepris a fonctionné. Et ça, qui peut en dire autant ce week-end? Personne. Que ce soit, et on en parlera tout à l'heure, mais que ce soit les rookies ou les anciens. Mis à part Alpine qui du coup a juste été là au bon endroit au bon moment et du coup enfin juste non et on livrait un pilotage magistral. Mais entre guillemets les positions, les track positions qu'ils ont gagnées, ils les ont gagnées non pas sur des dépassements en piste, ils les ont gagnées grâce aux événements et grâce à la bonne stratégie qui a été menée. Mais on parlera d'Alpine plus tard. Moi, au début de la course, je la commentais avec Lucas sur Winna TV. Lucas il me demande mon pronostic sur le vainqueur et je lui dis soit Norris soit Verstappen. Il me dit ah bon? Je dis ouais, parce que soit Norris il choque pas et il déroule et je vois pas ce qui peut l'arrêter au vu des monoplaces qu'il y a derrière lui. Soit derrière Interlagos sous la pluie. Interlagos c'est un circuit de karts, on va pas le répéter 800 fois. Et lui derrière il applique les trash karts, c'est le seul à le faire. Il est monstrueux. C'est le seul à le faire. Non, mais sur le premier tour. Mais je comprends pas pourquoi personne ne le fait à part lui quoi. Je sais pas si vous avez revu ce premier tour les gars. Moi j'étais trop petit. On en parlera mercredi, mais je me permets cette mini parenthèse. Il y a des tours qui m'ont impressionné. Ayrton Senna, je l'ai revu avec du recul. Donington 93, cette folle remontée en un tour où il met une misère à tout le peloton de la Formule 1. Moi je trouve que ce qu'a fait Max Verstappen, ça se rapproche de ça. Il y a Fernando Alonso pareil en Hongrie 2006. Enfin, il y aurait plein d'exemples en fait. J'ai plein de pilotes qu'on pourrait reprendre. C'est une pierre de plus dans sa légende, ce qu'il a fait hier. On va prendre une déclaration, regardez, de Christian Horner. C'était hier à Sky Sports où Christian Horner donne son ressenti et explique ce qu'il a fait de bien. Il dit, je m'attendais pas à ce qu'on gagne aujourd'hui. Je me disais, un peu comme tout ce que tu disais Hamza, je me disais que si nous pouvions nous rapprocher du podium, ce serait un résultat incroyable. Pour Max, partir 17ème et gagner, c'est la preuve que sa conduite a été absolument exceptionnelle. Il a été patient, il a attaqué quand il le fallait, géré ses relances et il est revenu de très loin. C'est vraiment une performance exceptionnelle aujourd'hui. C'est une masterclass et je pense que dans ces conditions, les compétences du pilote se révèlent vraiment. Il était dans une ligue à part. C'est là en fait, c'est que on a pu être très critique, à juste titre d'ailleurs, ces 2 dernières courses sur Max Verstappen. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que sa réponse, c'est ça. C'est une masterclass. C'est une course qui restera en tout cas dans nos esprits, quoi. Encore une fois, dans l'attaque, il est le meilleur. Dans la défense, on sait qu'il peut être différent. Et on sait que et qu'il peut être le meilleur. Il peut être le meilleur. Les règles. Complètement. Il peut être le meilleur et il peut être le meilleur aussi, enfin, il peut être le meilleur dans le pilotage, dans la beauté du pilotage, comme dans le fait d'exploiter au maximum les règles et leurs failles. Pardon, très important ce que tu dis. Ce qui se passe au départ, le aborted de... Il ne part pas, Max Verstappen. Verstappen, il le sait et il le dit à la radio. Il y en a un qui connaît mieux les règles que l'autre, visiblement. Et on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait de jouer avec le règlement parce qu'il a une connaissance parfaite du règlement. Verstappen, il ne laisse absolument rien au hasard. L'environnement autour de sa monoplace, mais aussi l'environnement Formule 1. Le règlement, il sait que ces drapeaux-là, enfin ces feux-là en l'occurrence, tu ne dois pas partir. Donc il reste sur la grille. Il a eu le moindre petit détail
il le maîtrise. Et c'est aussi comme ça que l'on reconnaît le vrai champion, mais au qui point construit ça. Ça veut dire que si demain une saison se joue sur des millièmes de détails entre deux pilotes extrêmement performants, qui ont 2 monoplaces extrêmement performantes, tu sais que lui, il sera capable d'aller chercher un titre, ou il sera capable d'aller chercher la victoire, ou le petit quelque chose, parce qu'il maîtrise à la perfection cet environnement Formule 1. Au point où il prend la règle mot à mot et son esprit, il s'encarre. Il prend la règle mot à mot et il regarde absolument tous les règlements et se dit je peux faire ça parce que la règle dit ça, etc. Ce qui du coup en piste donne des choses où l'opinion publique et nous-mêmes sont parfois un peu circonspects de ce qui se passe. Mais en attendant, lui il arrive, le papier il dit ça. Donc si la FIA me pénalise, je comprends bien que c'est pour l'esprit, mais la FIA faut peut-être qu'elle revoie son paplard, justement. Bref, revenons à la masterclass. Il a dû développer quand même une palette d'événements. C'est pas une victoire, encore une fois, avec 40 secondes d'avance où on se dit tout simplement il assomme la concurrence, etc. Non. Là, il a dû dépasser. Il a dû ronger son frein derrière Charles Leclerc. Il a dû tenter des choses alors que la trajectoire était différente en termes d'adhérence. C'est-à-dire, aller à l'intérieur au premier virage, personne s'y est risqué pour défendre. Aucun pilote ne s'y est risqué pour défendre avant de voir que Max Verstappen le faisait. Et très rares sont ceux qui s'y sont risqués pour attaquer. Oui. Perez, lorsqu'il attaque Lawson, il y va. C'est une attaque un peu de désespoir. Et derrière, Lawson, parce qu'il s'en fout s'il le sort aussi. Ouais, Lawson, il défend un peu plus quand c'est Perez que quand c'est un autre aussi. Bizarrement. On en parlera peut-être pas d'ailleurs. Mais en fait, ce que tu dis sur le premier virage aussi est significatif de la confiance qu'il a en sa monoplace, de la confiance qu'il a envers cette piste et de la confiance qu'il a lui-même envers son propre pilotage. C'est l'un des seuls pilotes qui tentait ses dépassements intérieurs virage 1 maîtrisés aussi parfaitement. Hamilton, et extérieur virage 3. Sur Piastri, sur Ocon au départ. Et il vient de tellement loin. Sur Ocon par exemple, il vient de tellement loin, mais il s'en fout. Tu te dis que ça passe. C'est ça, tu te dis sincèrement comment ça va passer, comment va-t-il faire pour laisser la place à l'autre pilote qui sera à l'extérieur. Et ça passe à chaque fois. Et même, tu sais, sur les trajectoires pluie, lorsqu'il prenait la trajectoire extérieure, Jacques Villeneuve a dit un truc très intéressant hier. Il dit avec le resurfaçage de la piste, on voit justement tous les pilotes qui essayent de passer à l'extérieur, perdre en adhérence, partir à la faute, faire des erreurs. Il dit il n'y a que Max Verstappen qui arrive à partir à l'extérieur et qui arrive à garder justement la trajectoire. Le resurfaçage, alors là, c'est une question que je pose à Brice. Je ne sais pas si le resurfaçage n'offre pas une trajectoire qui est peut-être moins compliqué à prendre à l'intérieur. Tout à l'heure, tu parlais des trajectoires cartes lorsque tu as la pluie. Mais est-ce que le resurfaçage, justement, ne remet pas un peu à zéro l'intégralité de tout ce qui est adhérence, tu vois. Moi, c'est à l'extérieur. Le fameux dépassement de Verstappen sur Rosberg, il est monstrueux, il est monumental, mais c'est vrai que lorsque tu y penses et tu réfléchis 2 secondes, tu te dis c'est une trajectoire carte, ça semble logique de passer à l'extérieur sur le S, à l'extérieur du S de Senna. Est-ce que le resurfaçage ne te fait pas dire aussi qu'à l'intérieur, en fait, ça peut aussi très bien passer? Alors, c'est pas la qualité vraiment de l'enrobé qui va changer. La chose qui va changer, c'est le manque de gomme. Oui, mais le manque de gomme, dans tous les cas, il aurait été le cas avec la rincée qu'il y a eu. Donc là, il y a eu de la gomme sur le week-end qui a été déposée. Je pense effectivement que l'intérieur, dans tous les cas, était gras et on l'a vu au départ. L'intérieur était très vert à cause de la gomme qui, justement, a été lavée. Tous ceux qui sont partis ligne intérieure ont galéré. Ceux du coup qui sont partis ligne extérieure n'ont pas galéré. Et d'habitude, moi je trouve que quand tu as une piste resurfacée, l'extérieur a plus de grip que d'habitude. Okay. Parce que justement, souvent, alors quand on dit extérieur-intérieur, il faut bien se dire généralement qu'il y a l'évacuation de l'eau qui se fait sur l'intérieur de la piste, très souvent, et que du coup, si l'huile, enfin en tout cas tous les éléments qui font de l'enrobé remontent, ça va avoir tendance à se décaler vers l'intérieur. Donc du coup, souvent quand t'as un morceau de piste qui est resurfacé et pas toute la piste, tu vas un peu plus chercher le milieu de piste ou l'extérieur parce que tu vas choper plus de grip à cet endroit-là parce que c'est là où le goudron va être le plus mature, on va dire. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte. Mais par contre, on parle de ce virage 3 ou pas? Vite fait là. Il en passe 3 à cet endroit-là. Pourquoi personne d'autre le fait? Parce qu'il est seul dans son monde, comme l'a dit Christian Horner. Mais pourquoi personne d'autre n'a enfin, tu vois, on loue Fernando Alonso, par exemple, à Zandvoort. J'allais te le dire. De tenter ça. Et soit tout le monde suit, soit personne suit. J'imagine bien qu'il y a une raison, mais pourquoi il n'y a qu'avec lui que ça passe? Il faut avoir l'inspiration. Et c'est pas la meilleure voiture. Il faut avoir la réalisation. Et peut-être que les autres n'ont pas eu l'inspiration. Et peut-être que ceux qui l'ont vu faire se sont dit, moi je suis incapable de le faire aujourd'hui avec le niveau d'adhérence. Tu vois, et c'est là qu'il est seul dans son monde. Et c'est le titre de cette vidéo. Quand on dit un champion doit faire ça, bah oui. Et aujourd'hui,
tu luttes contre Max Verstappen, si tu n'es pas capable de faire ça et si tu ne peux que gagner entre guillemets à la régulière et avec des différences de stratégie pneumatique et des écarts de qualité pneumatique, bah tu ne seras pas champion du monde. Aujourd'hui, de la voiture. Oui, voilà, mais Max Verstappen va être champion du monde à 95% de chance avec une voiture qui sur 19 Grands Prix n'est pas la meilleure et n'est même pas forcément la deuxième meilleure sur une moitié de saison. À un moment donné, cette saison et ce Grand Prix marquent les esprits la négation du oui, mais il a la meilleure voiture. Non. Ce qui fera peut-être, on en parlera dans les semaines à venir. Ce sera la fraude Max Verstappen. Là, ce sera sans doute le thème de la fin de saison. Est-ce que c'est son plus beau titre ? Et quelque part, c'est la plus belle signature qu'il pouvait apposer, en tout cas, à ce titre 2024. Juste très rapidement, une déclat d'Helmut Marko. J'ai une déclat de Max Verstappen pour toi, Hamza. Je sais qu'elle va te plaire. Je sais. Mais Helmut Marko qui disait hier à Sky Germany. Quand même, Helmut, on sait qu'on nous a dit que ça pouvait être quelqu'un de très chaleureux dans le privé, mais des déclarations dithyrambiques comme celle-ci, j'en ai pas entendu beaucoup depuis qu'on suit la Formule 1. Il dit « Max vient d'une autre planète. Il volait sur la piste aujourd'hui. Il a fait des dépassements sensationnels. J'avais dit qu'il finirait sur le podium, mais avec une telle démonstration, il a rendu la victoire possible. C'est la bonne réponse à apporter sur la piste par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Ce qui le différencie des autres, dans ces conditions pluvieuses, sa maîtrise, son instinct, avec le titre est maintenant à portée de main. » Là, il est lucide quand même. Il dit c'est une bonne réponse complètement par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Ils sont tous conscients que dans la défense, il est allé trop loin. Mais encore une fois, Horner l'a dit ce week-end d'ailleurs. Ce qu'il fait hier, et moi il y a un truc qui m'a fait halluciner. Bon déjà effectivement, il est P9 milieu de deuxième tour et au 10e tour il est P6. C'est dingue. Il a passé Piastri au tour 10. Attends, non, tu te trompes. Piastri l'a laissé passer. Ah pardon, on en parlera tout à l'heure. Piastri a mis clignotant bas côté. Bref, ils ont réglé leur problème de numéro 2 chez Red Bull. Vous êtes sûr de ça ? Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas un manque de visibilité à cet endroit-là, à ce moment-là ? Je pense que Mark Webber s'entend très bien avec Christian Horner. Quand vous voyez, messieurs, regardez les images, lorsque vous voyez ce nuage d'eau de fumée. Moi je trouve c'est vrai, pardon, excuse-moi Hamza, Oscar Piastri a tout fait ce week-end pour aider Lando Norris, tout, absolument tout. Vraiment, mais il l'a laissé passer, il est dévoué à son grand frère. On en parlera tout à l'heure, mais lorsqu'on lui a demandé swap position, il a laissé passer Lando Norris. Ah oui, il a fallu que ce soit clair. Et apparemment, il a fallu que ce soit très clair. Et Christian Horner lui a demandé aussi en course que tu peux laisser passer Max Verstappen. Et hop, il s'est garé, il s'est mis à l'extérieur. Ils sont bourrés de canal. Incroyable. Mais ça fait quand même beaucoup de coéquipiers pour Verstappen. Lawson, Perez, Tsunoda, Ricciardo. Alors Perez dans la voiture, mais ça compte plus, paraît-il. Il est là, mais. Non, la Perez, maintenant, il est en roue libre. D'ailleurs, excusez-moi, j'y pense là parce que je suis tombé sur cette vidéo il y a quelques jours. J'avais jamais fait le Brésil 2021, le départ d'Hamilton quand il part derrière. Oui. Devant lui, il y a Russell qui s'écarte au départ, qui s'écarte et qui freine quoi, peut-être 100 ou 150 mètres avant pour laisser le champ libre à l'extérieur. Il a même sorti la main et fait comme ça pour montrer que tu peux y aller. Exactement. Non mais vraiment, c'est monstrueux. Il était chez Williams à l'époque. Et d'ailleurs, tu fais bien d'évoquer Brésil 2021. On en a quand même tous fait des caisses sur cette performance stratosphérique sur le week-end de Lewis Hamilton, sprint. Je me rappelle qu'il prend des pénats en plus aussi, pénats moteur, pénats pour 25 places pour l'aileron. Et il gagne à la fin. Ouais. Là, en dépassant Verstappen, complètement. Bon, oui. Ça doit être mis au même rang, voire plus haut. Ah, bien sûr. Alors plus haut, moi, il y a le drapeau rouge. Ouais, mais moi c'est même pas ça qui me chagrine un peu. Je le mets pas au même niveau pour une raison. Mais c'était sec. C'est qu'il y a eu la bataille. Oui, finale. La bataille Hamilton-Verstappen. Là, j'ai pas eu la bataille Verstappen-Norris. Oui, mais Hamilton, il a pu profiter d'un avantage voiture que Verstappen n'avait pas forcément sous la pluie. Parce que c'était sec à ce moment-là. Et dernière chose par rapport à Verstappen, un élément flagrant aussi de la masterclass, parce que vraiment, c'en est une. Max Verstappen, à la fin du tour 1, il a 10 secondes 9 de retard sur Lando Norris. Il prend 11 secondes sur le premier tour, principalement dans les premiers virages, bien évidemment. Quoique dans le 3, peut-être pas. À la fin, au moment où il est derrière Charles Leclerc, donc au moment où il a remonté toutes ses positions et qu'il est rendu dans le paquet, il a 10 secondes 9. C'est-à-dire que Lando Norris n'a rien creusé. Rien. Genre Russell non plus. Voilà, il était derrière Russell. Mais alors du coup, on en parlera, mais c'est pas la faute de Max Verstappen si Norris ne passe pas Russell. Norris ne tente rien. Alors, tu vois,
j'allais Il a parler tout à un perdre. peu d'Alpine, Non, il avait etc. tout à gagner, Non. c'est mort maintenant. Non, mais en fait, et on le voit aussi avec Verstappen lorsqu'il est derrière Ocon, c'est que à ce moment-là, avec ces conditions-là, lorsque tu es devant quand même, ça change totalement ta course. Bien sûr. Ocon était le pilote le plus rapide lorsqu'il était premier. Verstappen était le pilote le plus rapide. Verstappen à Interlagos hier, c'est 17 meilleurs tours de course. Oui, et 1 seconde au tour. 17 meilleurs tours de quasiment course. sur Ocon à chaque fois. C'est monstrueux. Quand t'es devant, ça change quand même la vie. Ah bah complètement. Surtout sur la piste, surtout sur ce circuit-là. Il était derrière et il avait le même rythme que Russell qui était premier. Exactement. Les gars, juste c'est la dernière question sur ce premier enseignement. J'ai dit le monde se divise en 2 catégories ce matin, ceux qui vont nous parler de réussite et de chance, et on va en parler de ces gens-là dans le deuxième enseignement, et ceux qui louent la masterclass. Je connais un petit peu votre avis, mais quelle place a eu la réussite et ce que les autres ont appelé la chance dans ce Grand Prix? La réussite s'est provoquée, c'est une phrase bateau de commentateurs sportifs et d'entraîneurs dédicace à Bruno Genesio. Mais la réussite s'est provoquée par le pilotage qu'a eu Max Verstappen pour l'amener là où il l'a amené, et par le fait de dire pourquoi on s'arrêterait maintenant, les pneus vont encore bien, et surtout, si le temps se gâte, il y a une chance sur 2 que quelqu'un se mette dans le mur, au vu du fait qu'on a eu 5 drapeaux rouges ce matin. Ça, c'est important. Donc, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui l'ont signalé. Entre ceux qui voulaient un drapeau rouge, Alonso, Oui. Oli Berman qui a dit une phrase, je crois, pas j'ai pas envie de mourir, mais il y a trop de chance. Enfin, non, mais, Ouais, mais dans ce condition de sac à vie, visibilité était telle. Pérez ne voulait pas s'arrêter parce qu'il était persuadé que le drapeau rouge allait arriver. Russell ne voulait pas s'arrêter parce qu'il était persuadé qu'il allait avoir le drapeau rouge. Mercedes l'a pas écouté Il y a encore. plein de Norris pilotes, et encore une fois, non, alors Norris veut s'arrêter. On va en pour parler de faire, Norris, les gars, en enseignement. différemment. Russell, lui, il est persuadé qu'à ce moment-là, les conditions sont telles que le drapeau rouge ou au moins la voiture de sécurité va arriver. Écoutez vos pilotes. À ce moment-là de la Surtout dans course, ces moments-là. celui qui sait, c'est le pilote. Et on fera une parenthèse FIA ou pas? Oui, Ouais, c'est très prévu dans le 4e enseignement. d'accord, J'ai très beaucoup aimé le tweet de Red Bull. J'ai pas vu. Ils ont reposté le tweet de la F1, la F1 maintenant, mais des mots-clés à chaque victoire. Et Red Bull a mis statement. Bravo. Juste une dernière déclat. Je sais qu'elle va te plaire. Je sais que tu l'as vu. Ah oui. Max Verstappen hier, il arrive en conférence de presse avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Il les a rendus d'ailleurs complètement hilars. Il répond aux questions et au bout d'un moment, il dit: j'ai une petite question pour vous les gars. Je suis très heureux de vous voir tous réunis ici, mais je ne vois pas les médias britanniques. Ils sont déjà partis à l'aéroport. Peut-être qu'ils ne savent pas où a lieu la conférence de presse aujourd'hui. Un walking. Extraordinaire. C'est du Max La Verstappen. vidéo est encore plus drôle. Et la vidéo est encore Parce plus que drôle. Ouais, derrière, il y a des rires de Il y a des journalistes. rires. Oui. Mais qui sont pliés de rire. Et puis t'as Gasly Ocon aussi qui hallucine et qui sont complètement pliés. Juste un petit point statistique rapidement. C'est important, on le refera mercredi, mais c'est pour vous teaser. Je vous rappelle, grand débat mercredi. La place de Max Verstappen et 7 victoires dans sa carrière dans l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen, c'est 206 Grands Prix, 30% de victoires, 20% de pole position, 16% de meilleur tour, 54% de podium. Voilà. Merci, Et au encore, revoir. hein, il a bien abîmé ses stats ces saisons. Ouais. Parce que, Ouais. Il a pas toujours eu la voiture dominante. Hein. Pour Je pense ceux que depuis 2020, il a pas eu une série comme ça, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est complètement fou. Les gars, petite pause publicité et on continue ce grand débrief. On va tout de suite parler de notre ami, l'acteur Chuck Norris. Mais avant, pub. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Merci Thomas, merci Winamax aussi de continuer à soutenir le projet des pistonnés. Je sais pas si on a soutenu le projet de Lando Norris dans cette saison 2024, mais on peut le dire, hier il a encore choqué. Il a choqué et il a choke. Lando Norris, on regarde justement avec ce tableau. McLaren semblait avoir la voiture dominante ce week-end, en tout cas sur le sec, ils l'ont montré, sur la séance d'essai libre, sur les qualifs, sur les sprints. Les sprints où il était bien aidé d'ailleurs par Oscar Piastri, bien aidé aussi par le timing de la VSC. Ça, j'avoue que mon esprit mal placé s'est posé beaucoup de questions samedi, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat de toute façon. Il était rentré dans le crâne, lui. Hein. Mais ouais, c'est vrai, c'est peut-être à force d'être aidé comme ça, mais c'est bien, ça m'ouvre un peu les yeux sur les choses de la vie. Sur la lucidité, exactement. Ça devient un homme lucide. Bravo. Je vais avoir beaucoup plus souvent raison maintenant.
Merci de m'avoir fait une place dans le club. Je vois notre projet mourir à cause de lui, tu sais. Il y a l'infraction au départ, justement, avec cette mécompréhension sur le protocole et ce départ avorté. Russell qui le passe au premier virage. J'ai même une question à vous poser, les gars. Est-ce que c'est véritablement de la faute de Lando Norris? On voit que sur l'impulsion, c'était plutôt bon. C'est au moment, je crois, d'enclencher la troisième ou la quatrième, qu'on voit que ça patine un petit peu. Est-ce que c'est vraiment tout ça du ressort de Lando Norris? Il y a des choses qui sont du ressort de McLaren et Lando Norris. Il y a la stratégie sous la VSC. Alors toujours plus facile de le dire après coup, mais on peut le dire, ils se sont plantés, et puis Norris s'est planté, il est parti jardiner sur les 2 dernières relances après le drapeau rouge et après la safety car. Piastri qui a été pénalisé et qui a donc déroulé le tapis rouge à Max. Je reprends une expression de cette nuit de Hamza. Bon, vraiment, non, faut pas dire ça. Piastri, moi je suis un pro Piastri, oui, tu sais. Oui, je le défends jusqu'à la mort. Quand les livraisons, les discussions privées, faut les garder privées. C'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, voilà. Purée. Je le dis lui moi-même. Ça m'étonnerait pas que Piastri ait signé chez Red Bull, en tout cas un pré-contrat pour 2026. Franchement, hier, en tout cas, on pouvait douter. Et puis il y a le tournant, les gars, c'est le tournant de la saison. Le tour 43, Max Verstappen qui surprend Esteban Ocon et Lando Norris qui se surprend lui-même à aller jardiner une fois de plus. Il doit reprendre statistiquement pour être champion 21 points sur les 3 Grands Prix qui arrivent pour prendre le titre à Max Verstappen. Il joue le titre. Je vais pas vous poser la question si vous croyez encore au titre. Non. Lando Norris, en tout cas, vous l'aviez dit sur ce plateau, n'est pas encore prêt pour la lutte au championnat du monde. Il y a plusieurs choses. Moi d'abord, j'ai envie d'évacuer tout de suite un sujet, celui de l'erreur stratégique de McLaren. Pour moi, c'est pas une erreur. C'est le timing de la VSC qui fait qu'aujourd'hui, on dit c'est une erreur, etc. Mais à ce moment-là, tu as une virtual safety car. Ça me semble naturel d'amener ton pilote pour essayer de perdre le moins de temps sur un arrêt justement où tu mais à partir du moment où t'es piégé, parce que avant qu'il rentre dans la pit lane, la VSC est déjà levée. Alors en fait, il rentre, il est déjà au début de la pit lane. Alors je sais pas si tu peux couper la ligne à ce moment-là ou pas. Je sais pas ce que c'est Six pour expliquer cela. Alors. Massa en 2004. Oui, mais et puis Hamilton 2019 a évolué. Hamilton 2019. En fait, on arrive juste à un stade où là, c'est vraiment une histoire de timing et de manque de réussite. Voilà, la seule chose que tu peux reprocher à McLaren, c'est d'avoir voulu s'arrêter, alors que peut-être, je n'ai pas écouté les radios de Norris ou celles de Piastri peut-être, parce qu'ils auraient pu avoir l'info par Piastri, mais la seule chose que tu peux reprocher à McLaren, c'est si l'un des deux pilotes te dit « Les gars, faut pas s'arrêter tout de suite pour une raison toute simple, c'est que, comme l'ont dit d'autres pilotes, le drapeau rouge va arriver. Ou la voiture de sécurité va arriver. C'est sûr et certain, les conditions sont inconduisibles. Donc je pense qu'il faut rester dehors, comme Russell l'a fait. Voilà. Maintenant, si ça ne s'est pas produit de la part de Norris, s'il n'y a pas eu cette communication de la part de Norris, honnêtement, c'est difficile d'en vouloir à McLaren. Bon, déjà, moi, il y a un problème de FIA là-dessus. On en parlera tout à l'heure. Parce que Norris et Russell sont les 2 seuls pilotes sur cette VSC à ne pas être passés devant la voie des stands sous la VSC. La VSC s'est déclenchée quand ils sont dans le virage 2 et 3. Elle s'arrête quand ils rentrent dans la voie des stands. Ce sont les 2 seuls. Donc ils sont dans tous les cas piégés. Ils peuvent pas savoir s'ils vont faire le bon choix ou non. Le ending arrive trop tard et la VSC est déclenchée trop tard pour eux. Dans tous les cas, elle dure 1 minute et c'est sur les 5 secondes où eux ils passent à ce moment-là. Ils ne peuvent pas en profiter. Maintenant. Mais pourquoi c'est un problème? En fait, je comprends pas le rapport. Non, mais c'est qu'elle est déclenchée super tard par rapport au moment où c'est Hülkenberg. Au moment où Hülkenberg est dehors. Et du coup, à partir du moment où on le pousse illégalement, pas le droit de le pousser. Pour le remettre en piste, comme il revient en piste, on arrête tout de suite la VSC. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu veux, c'est quoi? C'est laisser au moins un tour complet pour permettre à tous les pilotes. Non, mais en fait. Là où t'as raison, c'est le timing en fait. Non, mais c'est que la VSC, elle a été créée pour ça justement. Parce que la voiture de sécurité, t'es obligé de l'avoir un tour, 2 tours, 3 tours, etc. Non, mais moi je dis que la FIA a déclenché la VSC super tard parce que n'ayant pas d'informations de la part de comment est Hülkenberg à ce moment-là, si je sais pas, moteur coupé ou problème pour repartir, etc. Il est tanké mais sur du goudron. Oui, mais en fait les pneus ne touchent pas le sol. Oui. Mais du coup, en fait, pourquoi il est poussé? Normalement, mais il n'a pas le droit d'être poussé. Oui, c'est pour ça qu'il a été disqualifié. Nürburgring 2007, incident de Lewis Hamilton. Il a été disqualifié pour cette raison. Oui, mais du coup, tu te rends compte que c'est les commissaires qui le font disqualifier. En fait, c'est ça qui induit un biais. Le biais, c'est que la FIA, normalement, à ce moment-là, elle met VSC, mais elle met VSC si le pilote ne peut pas repartir. Si le pilote peut repartir, normalement, c'est drapeau jaune.
ou double drapeau jaune, mais ce en que tu veux. l'occurrence, il ne pouvait pas repartir. Mais du coup, Enfin, je trouve mais que le s'il procès, ne peut pas repartir, il y a beaucoup de choses à reprocher s'il justement. ne peut pas repartir de lui-même, il abandonne. Est-ce que Oui, mais on est d'accord sur ce point. Mais du coup, à partir du moment, la FIA bégaye à ce moment-là, et elle doit savoir si Nico Hülkenberg peut repartir de lui-même ou non, et s'il ne peut pas, mettre une VSC, interdire bien évidemment par communication au commissaire d'intervenir. Nico Hülkenberg doit sortir de sa monoplace, safety, VSC, drapeau rouge, ce que tu veux. En attendant, là, il y a eu un flottement qui fait que la VSC est sortie tard, exactement comme en sprint, exactement comme en qualif, où le drapeau rouge est sorti beaucoup trop tard, notamment pour Max Verstappen. Mais bon, encore une fois, la FIA a fait n'importe quoi ce week-end, mais du coup, ça pour moi, parce qu'il y a un vrai dossier. Ça pour moi, là déjà, il y a un souci qui n'est ni de la faute de Russell et Norris. Ils ne pouvaient pas s'arrêter au bon moment. Il n'y avait pas de bon moment pour s'arrêter pour eux. Après, il y a une question de track position. Sous la pluie, t'es 1 et 2, t'as une VSC qui sort, sachant que les inters, encore une fois, tu as quand même de grandes chances d'avoir une vraie safety car ou autre chose, que les pneus n'avaient pas l'air de s'en plaindre. Les conditions allaient s'empirer. Hein. Oui. Il y avait plein de radios qui disaient dans 3 minutes, dans 6 tours, ça va s'empirer. Tu peux... C'était vraiment le moment critique de la course. Ah, complètement. Oui, complètement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais effectivement, les dernières 50-60 courses, on va dire depuis la réglementation 2022, t'indiquent quand même que garder ta position est quand même le choix le plus safe. Oui, mais c'est le but. En fait, si la voiture de sécurité virtuelle, le timing n'est pas si désastreux pour Russell et pour Norris. En fait, les deux, ils ressortent quand même en tête. Oui. Donc là, encore une fois, c'est une histoire de timing. Tu peux pas leur reprocher l'histoire de track position. Je dis, il n'y a pas de mauvais choix, et simplement un esprit qui peut-être pouvait pencher dans un sens. Mais bon, encore une fois, forcément, on a toujours raison quand on voit les résultats. Et après, il y a autre chose qui, moi, me gêne un peu plus. C'est que... Et il y a des exemples contraires encore une fois à ça, mais Max Verstappen, depuis Miami, il opère sa stratégie de course vis-à-vis d'un homme. C'est Lando Norris. Il se bat pour perdre le moins de points possible sur Lando Norris. La gestion d'un champion. Le reste de son résultat, il s'en contrecarre. Si Lando Norris fait 3ème et que Max Verstappen fait 5ème, il va arriver avec le sourire en conférence de presse. S'il fait 3ème et que Lando Norris fait 1er, il n'aura pas le sourire en conférence de presse. C'est pas... et du coup, Verstappen focalise son attention sur Lando Norris. Là, je trouve que Lando Norris a focalisé son attention sur George Russell. Pour moi, on aurait dû faire un opposite to Russell et copier ce que fait Verstappen. Parce qu'on a l'avantage de la track position. Si Verstappen fait quelque chose, on doit faire quelque chose. Même s'il y a un tour d'écart. Là, pour le coup, Verstappen n'est pas rentré, alors que lui pouvait rentrer. À partir de là, Lando Norris sait que s'il rentre, il fait un choix différent de celui de Max Verstappen. À partir du moment où tu es devant, tu n'as pas besoin de faire un choix différent. Alonso, par exemple, en étant en bataille avec Mark Webber en 2010, pouvait faire un choix différent, parce que justement, il fallait aller finir devant. Là, il est déjà devant. Ne fais pas un choix différent de Verstappen, tu te mets en danger si la stratégie de Verstappen fonctionne. Je suis en totale opposition avec ce que tu dis. Bah peut-être. Parce que, en fait, tu peux pas ne pas te focaliser sur Russell à partir du moment où il est 25 points, c'est Russell qui les a. En fait, je comprends. Toi, ce que tu me dis, c'est... en fait, l'esprit de ta stratégie, de ce que tu évoques, c'est Norris doit terminer coûte que coûte devant Verstappen. Oui, mais s'il termine 3 et que Verstappen termine 4, c'est pas une bonne course, c'est pas un bon résultat pour Norris. Norris doit gagner. Norris doit prendre les gros points, et celui qui a la place des 25 points, celle des gros points, c'est Russell. Norris donc il doit est obligé avant toute chose terminer devant Verstappen quand même. Mais en fait, tu termines premier, quoi qu'il arrive, tu termines devant. Mais dans Max. tous les cas, il doit prendre des risques. Moi, je suis pas. Enfin, moi doit en plus, prendre quand je des sors risques d'Interlagos sur un enseignement Norris, etc., c'est vraiment pas le premier point qui me. Allons les gars. L'aspect stratégique. Allons en fait, il y a trop la variable timing de la virtual safety car qui rend en fait caduque toute possibilité d'analyse, de critique envers Norris ou envers McLaren. On a entendu vos deux points de vue sur justement cette gestion de la virtual safety car. C'est bien, vous n'êtes pas d'accord et vous nous dites dans le chat, vous, ce que vous en pensez. Et puis, pardon Manu, un point auquel je pense. Norris, sur les tours précédents, disait à la radio, il faut s'arrêter, il faut faire différent de Russell. Oui. Sauf qu'en fait, il était bloqué, il pouvait pas parce que Leclerc venait de s'arrêter, il est ressorti dans le trafic. Oui, Norris, ils expliquent à Norris à la radio. Ah bah oui, bien sûr. Norris, si tu t'arrêtes maintenant, tu ressors dans le trafic avec, je crois, c'était Berman, Hamilton, enfin c'était cette zone-là. Il s'est retrouvé bloqué derrière Hamilton. Il peut pas s'arrêter avant. Donc à ce moment-là, t'as un arrêt gratuit avec la voiture de sécurité virtuelle. Évidemment qu'il faut y aller.
Exactement. On a eu votre avis sur l'aspect stratégique Max, qui a piégé Lando Norris. Revenons sur ses erreurs. Déjà, moi, il y a un truc dans son langage corporel. Après, ça ne regarde que moi, mais Lando Norris, qu'on connaissait si affable, si blagueur, si à deux doigts de dire clown. Non, je te laisserai le dire ça dans quelques instants. Je l'ai trouvé ce week-end très sous pression, très fermé, et on voit qu'il a multiplié encore les erreurs dans cette course. Les gars, je dis pas qu'il sera jamais champion du monde, Lando Norris, et on peut pas lui reprocher de ne pas être au niveau de Max Verstappen, mais par contre, il a encore quelque chose à aller chercher pour pouvoir lutter au championnat du monde, et notamment face à un titan comme Verstappen. Mais les 2 erreurs aux 2 relances, elles font tâche, je trouve. En plus, j'ai revu la deuxième erreur. Elle est terrible parce qu'en fait, c'est Leclerc qui est à l'intérieur, qui fait un excellent restart après la deuxième voiture de sécurité. En fait, et tout seul, il perd la voiture. Donc, finalement, il perd pas tant de position que ça parce qu'il y a que Piastri, je crois, qui passe et finalement. Mais ces erreurs, oui, évidemment qu'elles sont significatives et qu'elles sont révélatrices d'un pilote qui aujourd'hui, n'est pas dans la même cour que Verstappen, mais c'est pas nouveau. Je pense pas réinventer le monde en disant ça. Il n'y a pas eu d'enquête lors du deuxième restart, quand il tire tout droit. Ouais. Mais la manière dont il revient en piste. Il coupe la piste d'une manière. Il perd pas de temps en fait. Non, il se retrouve juste derrière Piastri. C'est ça. Leclerc, il a une position. Leclerc a eu une enquête pour être revenu, je sais plus si c'était en sprint ou en course principale. Juste avant Ferradura, il revient en piste, qui moi d'une manière me semble assez propre. Licite, tu vois, dans ces conditions-là, c'est compliqué, et peu de visibilité. Lui, il prend une enquête, tu vois. Bon, après, ça n'a abouti à rien, mais qu'effectivement, il n'y a pas eu d'enquête sur Norris. Après, c'est considéré comme incident du départ, tu sais, donc. Mais bon, si à ce moment-là, on peut faire Alonso Sochi, effectivement. Enfin. On rappelle qu'hier, il y a eu 250 000 enquêtes qui ont été ouvertes et qu'on a dû attendre heure française 3h du matin pour avoir les résultats et qu'en fait, tout le monde a écopé d'amende. Ça aussi, c'est très d'amende. Étonnant. Voilà, c'est ça. Très étonnant. Revenons. Oui, la course de Norris. Revenons sur la course de Norris, les gars, parce que il y a eu une masterclass d'un côté, une disasterclass de l'autre. Et moi, ce qui je pense, m'a échaudé un peu, et ça vous a fait réagir aussi, c'est perdre. En fait, quand on est sportif de haut niveau, perdre, ça arrive. Mais il faut aussi avoir derrière, je trouve, la bonne communication ou bien comprendre pourquoi tu as perdu. Non, mais il y a perdre et perdre en fait. Et hier, et justement, je vous mets les 2 déclats et après je vous laisse bien sûr poursuivre. Hier, Lando Norris, il a fait une tournée des médias. Je vous ai même pas mis celle de Canal+, je l'ai écouté ce matin. Donc les médias britanniques étaient bien là, ils étaient bien là, les médias britanniques. J'ai écouté celle sur Canal+, elle est tout aussi lunaire parce que la phrase est incroyable. Je vous ai juste mis celle de F1 TV et de Sky Sports. Sur F1 TV, il dit « Je m'en fiche de ce que les gens disent. Ne pas rentrer au stand n'était pas la bonne chose à faire. Un drapeau rouge n'aurait pas dû arriver, mais le crash en a finalement décidé autrement. C'est la vie, parfois vous faites un pari et ça a payé pour eux. Ce n'est pas du talent, c'est juste de la chance. Nous avons été malchanceux, c'est tout. » Alors je suis obligé de te couper. Vas-y. Je pensais que cette dernière phrase était à destination de Max Verstappen et pas du tout. La question qu'on lui pose, c'est justement sur sa course et son l'aspect stratégique. En fait, quand il dit ce n'est pas du talent, mais seulement de la chance, il parle de lui aussi. Oui, mais il parle de lui en fait. Il dit entre guillemets, on peut pas, c'est ce que je comprends, on peut pas me reprocher, ou moi je ne me reproche pas le fait à ce moment-là c'est une histoire de timing, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça la chance, c'est pas Verstappen s'est retrouvé là au bon endroit au bon moment, il ne s'est pas arrêté, du coup il se retrouve devant, il gagne. La même qu'il a eu à Miami avec la exactement, je pensais qu'il parlait de ça, mais en fait pas du tout. C'est un peu bizarre parce que regarde sur Sky Sports, il va quand même un peu dans ce sens-là, il dit c'était le bon moment pour s'arrêter, George a probablement eu l'impression de gagner la course et il le méritait probablement plus que n'importe qui d'autre, mais parfois c'est juste de la malchance et des règles qui vont à l'encontre de ce que vous faites. Une règle idiote. Ils ont eu de la chance sur une règle avec laquelle personne n'est d'accord. Tous les pilotes l'ont désapprouvée et ils ont dit qu'ils voulaient qu'elle change. C'est juste dommage, mais c'est la règle. Elle leur a profité aujourd'hui et elle aurait pu nous profiter si nous étions restés sur la piste. Mais c'est une chose stupide à laquelle il fallait penser. On a juste eu un peu de malchance aujourd'hui. Rien de plus. Alors, il y a quand même un sujet qui soulève, les gars. Ça sera peut-être même l'objet d'un débat un jour. Ces règles sous drapeau rouge, ces règles de safety car. Il y a quand même un effet loterie, un effet game changer qu'il faudra peut-être un jour soulever. Bien évidemment qu'il y a un effet loterie et game changer et qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que ça rebat les cartes de façon injuste. Mais tu ne peux pas invoquer cet argument quand c'est la règle. Si c'est la règle, t'en profites. Exactement ça. En fait, à partir du moment où tu sais avec quelle règle tu vas jouer, tu ne peux pas reprocher derrière « Ah bah les règles ont été appliquées ». Non, si tu veux changer les règles, bats-toi pour changer les règles. Par contre, sa victoire à Miami, c'est pas les règles. Donc si on veut aller sur ce terrain-là, on peut remonter très très loin. Si au Uno, t'as 4+4 en main
et que le mec il joue avec la règle de tu peux empiler les plus 4. Qui n'est pas la règle officielle déjà. Voilà. Mais qui est la règle la moins drôle du coup. Mais du coup, en fait, tu vas en profiter. Le mec, il va te dire c'est dégueulasse. Oui, mais c'est la règle que t'as voulu faire en fait. Donc, tu vois ce que je veux dire, En fait, on est tous autour de la table, on joue avec cette règle. Si la règle est injuste, soit, mais rappeler que la règle est injuste ne fait pas que le fait de l'utiliser est injuste. Le fait de l'utiliser, c'est justement utiliser le scope qui est à ta disposition. Et en l'occurrence, je vois pas pourquoi ramener cette règle sur le tapis viendrait légitimer la stratégie de Lando Norris, enfin de McLaren. Si la règle est telle quelle, quand tu vois que la pluie s'intensifie, quand tu vois, je le répète, que tu as 3 quasi-rookies qui sont présents ici et qui n'ont quasiment jamais roulé sous la pluie en Formule 1, quand tu as eu 5 drapeaux rouges le matin, mais bien, je trouve ça logique d'attendre un drapeau rouge. Au même titre que, sachant que Max Verstappen n'a rien à perdre sur cette course, qu'Alpine n'a rien à perdre cette saison, sûr. En fait, c'est logique comme, par exemple, d'attendre une safety car à Singapour avant de s'arrêter, de partir en hard et de faire toute ta course en hard, parce que les statistiques te prouvent que tu es censé avoir raison. Et les statistiques ont donné raison à Alpine et à Max Verstappen. Oui, il y a eu de la chance, ils l'ont provoqué. Ouais, mais après, moi je trouve qu'on focalise énormément sur cette histoire de VSC parce que il y a ce départ rouge, manqué. Non mais merci, oui quand même. Parce qu'il y a quand même un pilote sur la piste qui commet beaucoup d'erreurs. Il y a le départ quand même qui est manqué. Alors est-ce que c'est il y a un départ qui est manqué. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est les problèmes de réglage sur la voiture? Ça, on est peut-être pas dans le secret des dieux. Il y a les 2 erreurs qui sont absolument monumentales. C'est-à-dire que à un moment donné, ok que Max Verstappen aille gagné au talent avec un petit peu de réussite, etc. Moi je l'entends tout à fait. Mais Lando Norris quand il se met au tapis sur les 2 relances, c'est lui qui lui offre le titre dans ce tournant du tour 43. On parle de Norris depuis 20 minutes, on n'a pas encore évoqué le pilote. Mais oui, c'est ça le problème. Voilà. Et pour moi, l'enseignement, les déclarations de Norris, certains vont appeler ça un comportement ou des déclarations de mauvais perdants. C'est quelque chose que j'aurais pu entendre si lui avait fait une course parfaite. Sauf que sa course, elle est loin d'être parfaite. Oui. Donc en fait, la première chose à faire, c'est se focaliser sur lui, son pilotage, ses erreurs. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et il dit sur Canal, juste pour vous dire, je voulais pas préparer la citation, mais j'ai entendu ce matin. Il dit sur Canal+, dans l'émission Formula One, il dit, j'ai fait quelques erreurs, mais c'est surtout une question de chance. On a manqué de chance et eux, ils ont eu de la chance. Alors, c'est pas que ça. C'est d'abord ses erreurs à lui. C'est lui qui a craqué hier. T'as un mec à Imola en 2021 qui s'appelle Lewis Hamilton, qui se fait imposer sa loi par Max Verstappen, qui subit quelques éléments et à un moment donné, crac, boum, part dehors et perd 50 secondes. Et qui à la fin se remobilise parce qu'il a fait une erreur, il est désolé pour son équipe et va terminer 2e avec certes des circonstances, etc. Ce même mec qui à Hockenheim fait plein d'erreurs en 2019 et qui à la fin va chercher des points parce que à la fin, il continue de se battre pour aller chercher quelque chose. Là, Lando Norris... Non, pas Hockenheim 2019, non, c'est Verstappen qui gagne. Il fait la bonne opération. Il fait la bonne opération parce qu'il récupère des points à la fin. Là où il abandonne en Q2 c'est une autre la lutte avec les... Enfin bref, oui, peut-être. C'est là où Kubica devait prendre des points et il se fait disqualifier, tu sais. Enfin bref. Du coup, ça m'a perturbé dans mon propos. Excuse-moi. Oui, tout ça pour dire que Lando Norris ne pourra pas être champion du monde si ses victoires ne viennent que de courses où il se passe pas grand-chose. Tu vois, Zandvoort, il va la chercher en ayant un dépassement magistral sur Max Verstappen et derrière il étend son rythme et sans dire que c'est facile par rapport au Brésil, c'est facile. Là effectivement il a un départ arrêté sur le sec sur le mouillé pardon, en partant de la ligne intérieure. Bon, tu sais qu'il va falloir par exemple passer tes rapports plus tôt et que du coup au moment où il passe sa 3 il est à l'extérieur Norris. Il est à l'extérieur Norris. Russell est à l'intérieur. Il est sur la mauvaise ligne, je veux dire par rapport au sec mouillé. Je sais un peu exactement où il est, mais effectivement tu as raison. Au moment où oui, t'as raison. Au moment où il passe sa 3, il doit savoir que justement son régime doit être un peu plus bas. Et au moment où passe sa 3 Russell, boum, on voit la différence. Donc à partir de là, il y a une petite erreur, ok. Derrière, il suit le rythme, il est bon. Il va même chercher Russell, notamment quand ils sont en jet ski là. Quand il y a 10 cm d'eau sur la piste. Très lent à ce moment-là. Oui, il le passe. Il fait ces choses-là. Mais j'ai quand même l'impression, et c'était important de parler de stratégie et d'événements de course, que les événements de course en défaveur de Lando Norris ont cassé le pilote, l'ont rendu défectueux pour la fin de course. Et c'est en ça qu'il se différencie là sur le Grand Prix de grands champions.
parce que les grands champions, il leur arrive des événements de course, ils vont remonter. Est-ce que si Lando Norris avait pris une péna de 15 places ou de 25 places comme Lewis Hamilton, il serait remonté premier comme il l'a fait? Je pense qu'il avait pas le mindset. En fait, sur le week-end, on le voit qu'il a pas ce mindset. Il a le mindset de dérouler un championnat où il optimise sa monoplace, il envoie 120% de la monoplace et il fait des merveilles avec sa monoplace. Mais quand les circonstances sont en sa défaveur, j'ai quand même le sentiment que tout s'écroule. Et c'est ça qui est dingue. Après tout s'est écroulé pour beaucoup de monde. Non, mais l'aspect psychologique, moi je veux bien, mais à un moment, tu parles d'un moment très important de la course. Il passe Russell. Il réussit à passer Russell. C'est quand même le truc qui le bloque de la victoire depuis le début. Exactement, dans des conditions très compliquées. Effectivement, c'est une patinoire, ce que tu veux. Derrière, la safety car se déclenche juste là. 10 secondes après. Encore une fois, décidément, au restart, tu commets une erreur, Russell repasse devant. Ça veut dire que t'as lutté 30 tours pour passer Russell, et au moment où tu te retrouves devant, dès la reprise de la course, tu commets une erreur qui anéantit tout le travail que t'as pu accomplir sur 30 tours. Et sur la qualif. C'est un pilote. Et sur la qualif. Je suis désolé de le redire. On dit oui, mais t'as un problème. Moi, sincèrement, je m'en fous s'il est champion du monde. C'est très bien. Je suis très heureux pour lui, sincèrement. C'est juste que je vois trop de lacunes sur ce pilote et que ça. Mais là, on en revient à ce que je disais, je crois, sur l'émission des chapeaux l'année dernière. Sa popularité, pour moi, elle est inversement proportionnelle à ce qu'il a montré sur la piste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sa cote de popularité, elle est davantage liée au facteur humain qu'au facteur pilote. Et moi, ça me gêne. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais les faits montrent que je suis pas totalement dans le tort sur ce pilote. Et c'est un très bon pilote. C'est un pilote qui, depuis cette année, est capable de gagner des courses lorsqu'il a une voiture très dominante. Lorsqu'il a une voiture dominante. Pas que. Oui. À la lutte. Lorsqu'il a une voiture dominante, mais que d'autres pilotes ont aussi des voitures avec lesquelles ils se sentent très très bien. Tu commences à avoir une lutte, alors que Verstappen, voiture très dominante, il pulvérise tout. Voiture dominante, il gagne facilement. Voiture pas dominante, il gagne aussi. Il peut gagner aussi. Donc t'arrives dans. Mais après, moi, je n'ai jamais mis Norris dans cette catégorie des top pilotes. Tu vois. Et encore une fois, je le redis l'année dernière, si je l'ai pas mis chapeau 1, c'est pour une raison. Aujourd'hui, c'est un pilote qui, depuis l'année dernière, a progressé, mais aussi, j'insiste lourdement sur ce terme depuis des mois et des mois, il est en processus d'apprentissage. C'est la première fois cette année qu'il a gagné une course. C'est la première fois cette année qu'il se bat pour un championnat. Peut-être que dans 5 ans, les erreurs et je l'espère, parce que ça veut dire aussi que c'est un pilote qui progresse. Complètement. Dans 5 ans, peut-être, ou dans 2 ans, peut-être dès l'année prochaine, peut-être que ça deviendra un pilote qui sera capable de gérer ses instants clés de course et des instants clés d'un championnat. Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Mais c'est normal, parce qu'il apprend. Tout le monde n'a pas la chance de tomber en 2007 dans une McLaren dominante et d'avoir cette opportunité de rater son championnat en Chine à Shanghai en faisant des erreurs de rookie tout de suite. Lando Norris, il a eu l'occasion de tester le haut niveau lors de sa 6e saison, effectivement. Donc ces erreurs-là, Max Verstappen, il les a écumées depuis 3-4 ans. C'est déjà fait en fait ces erreurs-là. Leclerc est en avance sur ses temps de passage aussi à Norris, tu vois. Bien sûr, mais parce que Leclerc aussi, il a eu des années d'apprentissage, des années où il a commis des erreurs. Norris, c'est la première année où ça lui arrive. Mais même les gars, je pense qu'il faut dire une chose, c'est qu'on n'est pas sûr aujourd'hui que les Russell, que les Leclerc, que les Norris et consorts soient de la même trempe que l'Hamilton, Verstappen. Oui, mais ça c'est, tu vois, tu peux être champion du monde sans être. Tu te demandes qui est de la trempe de Verstappen. Clairement. Mais tu peux être champion du monde sans être de la trempe de Verstappen. On l'a vu par le passé, on l'a dit dans les chapeaux à l'heure actuelle et dans les mojos actuels. Hamilton bien sûr qu'il l'est, mais dans les mojos actuels, qui est de la trempe de Verstappen, qui peut rivaliser avec ce mec-là? Je trouve que c'est cette lutte en tout cas remet en perspective le talent par exemple d'un Max Verstappen. Et vous parliez de mindset, faut se replacer quand même dans ce dimanche matin. Norris fait la pole, Verstappen est piégé, il part 17ème. On se dit, il est là le tournant de la saison dans un sens comme dans un autre. On en parlait tout à l'heure en antenne. Il y en a un qui a craqué, c'est celui qui partait en pole position, et celui qui nous a livré la masterclass, celui qui partait 17ème. En fait, avant, il aurait craqué sans circonstances défavorables. Là maintenant, tu sens que les circonstances défavorables peuvent l'amener à craquer. Il s'est construit cette saison quand même quelque chose, une solidité. Bien sûr. Dans le sens où il va pas, par pression qu'il va se mettre à lui-même, craquer tout seul. Par contre, il n'a pas encore la solidité quand les événements sont pas en sa faveur d'aller inverser la tendance. Mais encore une fois, comme le dit Hamza, c'est un processus. Il a coché des cases, il manque. Il manque beaucoup pour aller accéder au titre. Il les faut toutes pour le battre lui. Pour battre ce Max-là, il les faut toutes. Les cases. Que Verstappen se retrouve au volant d'une Aston Martin, par exemple. Et que Piastri se retrouve au volant d'une Red Bull.
Mais il l'est déjà. C'est juste les stickers, ils ont oublié de retirer la couleur à les stickers, mais il est dans une autre boule. Le bilan de cette saison, alors il y a l'image de cette saison qui est la photo où tu vois Verstappen passer Ocon et en même temps Norris hors piste qui pour moi en fait reflète vraiment la saison de 2024. C'est vrai. Tu vois, c'est le symbole. Et puis après t'as l'aspect comptable encore une fois. Après Miami il y avait 52 points d'écart. Il y en a 62. Aujourd'hui il y en a 62 alors que Norris sur ce laps de temps avait peut-être 95 ou 90% du temps la meilleure voiture. Et ça fait combien 14 Grands Prix Tout en sachant, probablement 14-15, mais tout en sachant aussi que on parle d'un pilote qui, encore une fois, je le rappelle, Lando Norris aurait pu revenir à 19 points, ou allez, on va dire à une trentaine de points, parce que Verstappen qui termine hors des points, moi honnêtement j'ai pas cru, à une trentaine de points, à 3 courses de la fin avec une sprint encore. Ouais, une sprint. Qatar. Encore une fois, j'y ai jamais cru à ce titre. Mais tu peux, allez, toujours repousser suspense, on sait jamais, le chances. fameux 25-0 qui n'arrive jamais, mais qui... Là c'est terminé. Ouais, complètement. Les gars, troisième enseignement, il est temps de parler de réjouissance quand même. On n'a pas parlé de Piastri. Bon, bah si, on a fait 50 blagues dessus et on est déjà à 1 heure d'émission, les gars. Ok, non mais tu vas en reparler? Non, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que ce line-up n'a aucun avenir. Bon, vraiment, il n'a aucun avenir et que c'est pas nouveau ça. Ah ouais, d'accord. Est-ce que ok, vous me chiez dessus ouvertement? Non, on suit pas dessus, mais faut qu'on non, avance. mais c'est bon. Enfin, McLaren ne sera jamais championne du monde avec un titre pilote avec ce line-up là, c'est pas possible. Méfie-toi, s'ils ont une voiture archi dominante l'année prochaine, on n'a pas de boule de cristal. Non, c'est juste que s'il y a un pilote qui se retrouve devant l'autre et dans un ordre inverse, ça peut être différent. Il y a un certain Checo Pérez qui a donné sa vie au tyran Max Verstappen en 2021 à Abu Dhabi. Abu Dhabi a donné sa vie à Max Verstappen. Voilà, c'est bon. L'allégeance a été donnée hier. Complètement. Le prince, le nouveau prince, on va l'appeler comme ça. Piastri. Et samedi aussi d'ailleurs. Les réjouissances, les gars. Cocorico, God Save the Queen. Non, j'arrête. On arrête les blagues. On arrête les blagues et on dit rien sur Bruno Fama. On en parlera mercredi. Cocorico, God Save the Queen. Alpine, les gars. King. Ah oui, c'est vrai. King, pardon, t'as raison. Gasly Ocon sur le podium. Quelle course extraordinaire. Des garçons qui ont pourtant eu des destins plutôt croisés en qualification. Hier, Ocon qui avait réalisé le 4e temps, Gasly qui s'est fait piéger, qui partait 15e. Il y a eu des moves en course qui ont été absolument incroyables. Des destins croisés de la qualif ont fait qu'ils ont eu des destins croisés aussi, bien sûr, en piste sur la course jusqu'au Paris gagnant sous la Virtual Safety Car. Moi j'ai adoré la défense d'Ocon sur Leclerc en première partie de course. On a tous adoré, je pense, le fait que Gasly ait pu résister justement à George Russell. Et une question en fait, les gars, parce qu'il y a la reprise de course, le restart, après le drapeau rouge, où on voit Ocon un petit peu s'échapper, il a jusqu'à 4-5 secondes. Juste avant, la sortie, qui est-ce qui se met dehors d'ailleurs? C'est Sainz qui provoque la sortie de la safety car. Max Verstappen est revenu, je crois. Deuxième, oui. Voilà, c'est ça. Max Verstappen est revenu à 2,5 de 2 secondes 7 de Esteban Ocon. Vous le verrez un petit peu plus tard avec une déclaration de Max Verstappen. Je vous reposerai la question, est-ce qu'Ocon pouvait gagner cette course? Franchement, on peut se poser la question, même si à l'arrivée, Max Verstappen est bien gagné avec 20 secondes d'avance. Il y a quand même à l'arrivée de cette course l'idée que ces deux mecs, Gasly et Ocon, sont quand même les rois du grabuge. À chaque fois qu'il y a une course où il y a des conditions difficiles, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est dans leur ADN, ça montre aussi sans doute leur talent. Certains diront, comme l'a dit Esteban Ocon, ça montre surtout leurs origines normandes. Mais il y a quand même quelque chose qui, je trouve, dénote. Tu veux dire récupérer ce qu'ils peuvent. Il pleut tout le temps en fait. Ah oui, Normalement, c'est les Auvergnats qui sont un peu pinces, mais normalement, je sais pas. Chez moi aussi. Mais en tout cas, pas 10 balles. 25 ans après Olivier Panis et Jean Alesi du côté du Grand Prix d'Espagne 1997, on a 2 Français sur ce podium. C'est le meilleur résultat dans l'histoire d'Alpine, alors que Alpine vit la pire saison, une année absolument noire. Et summum et comble du hold-up, Alpine, les gars, prend la 6e place au classement des constructeurs. Ça, c'est incroyable. Invraisemblable. Et du coup, ils vont probablement prendre 30 millions supplémentaires. Pas 50. Sur Sky, ils disaient 50, mais ce sera probablement 30 millions supplémentaires en passant de la 9e à la 6e place. C'est le braquage de l'année. Vraiment. T'as une saison pareille à mettre 2 points par GP, à faire des strats, machin, à faire ci. Bien, Nico, on fait P9, c'est super. Super, ils arrivent. Et je te le dis en toute sincérité, moi, ça m'embête sincèrement. Ça m'embête sincèrement que cette écurie-là, que cette écurie-là qui a travaillé de cette manière-là, qui a eu une saison aussi catastrophique, en fait, ça valorise quelque chose qui ne me plaît pas. Et Williams, c'est pareil à une époque. Il cherchait à faire des coups d'éclat. Pardon, Williams,
les coups d'éclat, c'était sur des courses, tu veux, à la régulière, où tu disais, sur cette piste-là, je pense que construire cette voiture de cette manière-là pourra m'amener des points. Là, après, encore une fois, après, les c'est pilotes... pas fait pour la 6ème place, hein, parce qu'ils ont 49 points. Il faut en remettre derrière. As en a 46 et Racing Bull en a 44. Mais bien sûr, mais au final, tu te retrouves dans une situation où, bon, la dernière place quand même pas, parce qu'il y avait Sauber qui a pas mis de points depuis plus de Sauber, c'est chaud. 14 mois, je crois. C'est Mexique 2023, je crois. T'es sûr? À un moment, je me suis même dit, c'est peut-être la course où ils vont réussir à avoir un point, même pas, tu vois. C'est-à-dire que Alonso, qui se retrouve au 44e tour avec une erreur à 20 secondes derrière, il termine, je crois, devant Joe. Berman, elle a mis des points. Berman, il fait 120 looping, il termine devant. Et qui n'a pas mis de points également? Perez. Ouais, c'est vrai. Je tiens à le dire. Moi, dans des circonstances différentes. Au DRS, sur le Kimco, je tenais la steak. Parce que lui, ne voulait pas s'arrêter. Toi, au DRS, tu avais des points hier. Sur ton scooter. Exactement. Ouais. Non, mais après, pour revenir sur Alpine, même si je sais pas si c'est vraiment le sujet, cette écurie, honnêtement, je reste sur ce que je dis depuis des années. C'était le cas avec Alonso Ocon, c'est le cas aujourd'hui avec Ocon Gasly. Elle ne mérite pas ces pilotes. Les pilotes, en fait. Ce sont des pilotes talentueux qui... Et Alpine a la chance d'avoir ces pilotes. Voilà, alors c'est facile à dire aujourd'hui, c'était peut-être plus compliqué à dire quand ils étaient au fond du trou. Après, il y a la gestion humaine, la gestion des patrons, la gestion de Bruno Famin, la gestion de les déclarations. Je balance au feu ton pilote après une course à Monaco pendant 2 semaines qui vit l'enfer. Oui, mais je veux dire, les conséquences, les répercussions, c'est surtout sur l'après, les moments où on est sur du harcèlement concrètement et que ton écurie ne te soutient pas ni publiquement, alors en interne je sais pas, mais publiquement le laisse ramasser des torrents de... C'est pour ça, pour hier, j'ai voulu tweeter à ce sujet. Évidemment, alors j'ai vu que ça m'a été un peu reproché, j'ai pas mis félicitations Pierre Gasly. Gasly, on est sur du sportif. Bravo à tous les pilotes qui terminent des courses, bravo à tous les pilotes qui gagnent, y a pas de problème. Moi, Ocon, c'est pas l'aspect sportif que je souligne, c'est l'aspect humain. C'est après tout ce qu'il a vécu, mine de rien, il quitte Alpine par la grande porte. Et encore une fois, il y a des pilotes qui, de la trempe d'Ocon, de la trempe de Gasly, de la trempe de la majorité, mine de rien, de la grille. Ces gens-là sont amenés à durer 10-15 ans en Formule 1 et il y a des gens qui sont amenés à durer 12 mois en Formule 1 et qui, le jour où ils quittent la Formule 1, ils disparaissent des radars, on les croise dans le métro, personne ne les connaît. Donc, on les croise à Bahreïn, voilà. ils nous parlent mal. Mais... Donc, non, mais très sincèrement, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour le WEC, avec tout le respect que j'ai pour les autres disciplines, etc., la Formule 1, ça reste le pinacle du sport automobile et il y a des manières de faire. Et je suis vraiment très, très heureux qu'Esteban Ocon quitte Alpine par la grande porte avec ce podium. Et puis après, il y a l'aspect émotion, enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo, justement, la déclaration où les deux, c'était à quel média? Viaplay, c'est quoi? C'est néerlandais, où les deux ils sont réunis, ils font l'ITV ensemble. Franchement, c'est chouette. On vit aussi pour voir. On aime ce sport aussi pour voir ces moments-là. Et c'est une histoire tellement singulière qui n'existe quasiment pas en Formule 1. On a eu Hamilton, Rosberg qui ont couru ensemble, mais eux ils viennent quasiment de la même ville, enfin région, ils ont grandi ensemble, etc. On leur a promis l'enfer, on a promis l'enfer à Alpine. Finalement, ça se termine bien. Les deux font un podium ensemble. Il y a rien de plus beau. Après, on parlera dans un second temps de la course, mais moi j'ai vraiment envie d'abord de rester sur l'aspect émotionnel. Restons sur l'aspect émotionnel. Je vous ai pardon, excusez-moi, sorti justement les 2 déclats hier à Canal+ dans l'émission Formula One. Franchement, hier il y avait une émotion entre Gasly et Ocon. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu avant, honnêtement. Et elle est, moi je trouve sincère. Pierre Gasly qui dit déjà, on a nos hauts, on a nos bas, on a notre histoire personnelle qui ne regarde que nous, qui est unique, mais on vient du même endroit, de Normandie, on est de la même génération et aujourd'hui ça fait un très beau podium entre Max, lui et moi. 2 voitures sur le podium, je crois que personne n'aurait pu imaginer ce résultat, c'est juste fantastique. Je partais de loin, c'était incroyable de gagner autant de positions. Je suis tellement fier de l'équipe, ça aurait été facile d'abandonner, mais nous n'abandonnons jamais. Tout le monde doit être très fier aujourd'hui. Là, il est dans son rôle vraiment de leader. Pierre Gasly, ça qui est aussi intéressant parce que c'est lui le leader d'Alpine désormais et il le sera l'année prochaine. Esteban Ocon aussi également, qui réagissait, qui passait juste après dans le carré auprès de Canal+, juste après Pierre Gasly. Et justement, la journaliste Canal, je crois que c'était Pauline Sanzet, qui lui dit ce que Gasly a dit, et Ocon répond ça. Il dit: je suis très heureux aussi d'être sur le podium avec Pierre. J'y pensais même dans le dernier tour. Je me suis dit, ça va être incroyable de faire un podium tous les deux. C'est un peu comme à la bonne époque, quand on était sur le podium des petites pistes de karting dans notre coin, un peu avec les mêmes conditions aussi. C'est une image qui restera pour moi gravée, de faire ce tour de formation, mais je pense qu'il voulait dire le tour de décélération. Tous les deux, côte à côte, on a nos histoires, mais en tout cas, celle-là aujourd'hui, elle
est magnifique. Je suis persuadé, alors après ça n'engage que moi, et je connais pas, et je connais pas l'aspect familial, etc. Mais en fait, la une de l'équipe aujourd'hui, je pense qu'elle sera accrochée dans les maisons familiales des deux. Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est sûr. Après une telle histoire personnelle, etc., il n'y a rien de plus beau. Et d'ailleurs, bravo et merci à l'équipe d'avoir mis la Formule 1 et d'avoir mis ce double podium français en une. Exactement. Mais que veux-tu dire, sincèrement moi, la première chose que je retiens avant la performance, exactement, après une saison pareille, une saison si désastreuse, pour deux pilotes qui n'ont rien à faire en tant que pilote d'une écurie qui occupe la 9e place du championnat, avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de pilotes aujourd'hui en Formule 1, j'estime que Gasly et Ocon peuvent quand même mériter un petit peu mieux. Et mine de rien, les gars, c'est quand même assez incroyable que dès qu'il y a une course bordélique, on va le dire ainsi, ces deux gars-là arrivent à faire quelque chose. Brésil 2019, Monza 2020, Hongrie 2021. Là, à nouveau, il y avait... Et encore, j'en oublie d'autres. Il y avait Monaco où Ocon fait podium. Ouais, mais alors ça, c'est lui qui va la chercher. Oui, parce que c'est lui qui fait la qualif. Non, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, ça montre quand même le talent de ces deux mecs, quoi. Mais oui, mais c'est qui c'est Senna. Enfin, il y en a plein qui l'ont dit, mais je crois que c'est Senna qui disait une phrase célèbre sur le nivellement les niveaux qui sont resserrés entre les pilotes une fois qu'il y a de la pluie, forcément, parce que les monoplaces, la performance des monoplaces, on l'a vu aussi avec Alpine. T'as pas besoin de Senna pour savoir ça. Oui, je sais bien, mais il y a une phrase célèbre de Senna. Et bah oui, les pilotes sont bons. Enfin, j'en reviens à ce que je disais il y a 30 secondes. Les pilotes sont bons, les pilotes sont capables d'aller chercher des podiums lorsqu'ils ont une monoplace parce qu'ils ont le talent. Après, il y a une circonstance. Oui, il y a des circonstances de course. Effectivement, il y a des circonstances de course. Alors peut-être plus pour Gasly que pour Ocon. Mais il y a des circonstances de course qui font que le drapeau rouge, oui, mais en fait, ce sont deux pilotes qui, à ce moment-là, ne se sont pas arrêtés. Il s'est passé quoi à Monza en 2020 ? Il y a eu des circonstances de course, mais ils l'ont choisi. Exactement. Et enfin, je ne veux pas mettre ce podium sur le compte de la chance. Et non, ils ont en fait, la chance, c'est quand t'es 17 et 18, non, mais t'as le drapeau rouge, et là, c'est tout... Verstappen, Gasly, Ocon, c'est les seuls à avoir fait ce choix et à ne pas... Pas fait d'erreur, surtout. Et pas fait d'erreur. Quand tu vois... Ocon, les temps qui claquent quand il est devant, les temps qui claquent en qualif, la stabilité qu'il a avec sa voiture, chapeau monsieur. Gasly, j'en ai moins vu, mais j'ai pas vu d'erreur non plus. C'est monstrueux. Non mais j'en ai moins vu à la caméra. Oui, t'as raison. C'est juste ça. J'avais compris au premier degré. Non, j'en ai. On croise tellement sur Twitter que. Non, mais pour le coup, j'en ai moins vu réellement. Mais en attendant, tu regardais les temps et la différence, c'est qu'Ocon, il a une fin de course entre guillemets tranquille. Oui. Gasly, il a dû résister à Russell pendant 15 tours qui était à 1 seconde de lui. Ce qui est quand même pas la même chose. Donc dans tous les cas, les deux ont fait un job incroyable. Là où par contre, je te trouve pas cool, c'est que on a été les premiers, et on a fait partie de tout le banc médiatique mondial à déplorer la déliquescence d'Alpine, que ce soit en termes... de performance, perfo voiture ou alors dans le projet, etc. Il faut quand même reconnaître, et on l'a pas fait depuis plusieurs semaines, que dans la performance monoplace, il y a quand même du progrès. C'est vrai. Et je veux pas... Alors effectivement, je me sers juste de cet enseignement pour le souligner. Parce que certes, là, hier, c'est dû au pilote, mais la P7 de Pierre Gasly en sprint... C'est vrai. Oui, et la semaine dernière, Gasly aussi fait la une bonne Q3... Non, t'as raison. Alors, Ocon n'avait pas forcément les mêmes évolutions que Gasly, mais Gasly, il a eu les évos, et en ayant les évos, il a ramené la monoplace à un statut qui n'est pas celui qu'elle devrait avoir, mais un minima qui est beaucoup moins risible qu'en début de saison. La sprint se passe sur le sec, Pierre Gasly fait P7 et met déjà 2 points. C'est marrant comme quoi la vie te fait fermer ta bouche, mais toi non, je sais, mais la semaine dernière, tu me connais. toi, même si tu mens, tu vas encore plus mentir. C'est vraiment le sujet. La semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit ça va être important au championnat, Alpine t'as 3 points de Williams, et moi je te réponds mais 3 points dans leur championnat c'est un monde. C'est vrai. Je t'ai dit, c'est un monde. Ouais, ils en ont pris quoi. Et je t'ai dit, tu fais plus confiance à qui pour le Grand Prix du Brésil entre le fait de mettre 30 points de la part de Ferrari ou 3 points de la part d'Alpine. Ils ont mis plus que les 30 points de Ferrari qu'on annonçait. C'est dingue. Enfin, la Formule 1 est magnifique pour ce genre de truc.
Et ouais, enfin, je suis fier d'eux. Je suis personne. Hein. Ah non, mais clairement. Non, mais c'est vrai. Je suis personne. Hein. Non, mais ça. Mais genre quand je les ai vus hier, j'étais là en mode putain les gars, vous êtes des monstres. Mais de dingue. Vous êtes des monstres. Mais parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils sont tous choqués. On a vu Hamilton se casser. Alonso, Berman, les jeunes, Lawson, tout le Colapinto, monde. Sainz, Et Leclerc, en fait, Norris, ils font partie Perez. ils font partie d'une caste en fait avec Max Verstappen des 3 mecs qui n'ont pas fait d'erreur hier. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Et hier, de toute façon, encore une fois, on l'a dit hier avec Lucas en début. Quand il me dit qui tu vois gagner, je dis Norris, Verstappen. Et derrière, je lui ai dit ou à minima, c'est celui qui fera pas d'erreur. Bah voilà, les 3 qui n'ont pas fait d'erreur. Et puis, il y a non seulement ne pas faire d'erreur, mais la gestion de la course à des moments clés. Je me souviens qu'Ocon passe Tsunoda juste avant la virtual safety car il me semble. Oui, c'est-à-dire qu'il reste bloqué pendant une vingtaine de tours ou 25 tours. Et au moment où il y a l'opportunité, il y va. Il le passe et le timing fait que derrière, je crois que tu as la voiture de sécurité virtuelle. Un demi-tour après, ouais, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que même la gestion des moments clés, j'allais dire, tu sais pas que la voiture de sécurité va sortir dans quelques secondes, mais le hasard fait que, mais le hasard, comme tu le dis, la chance, tu la provoques. Les dépassements, tu les fais. Et encore une fois, je vais insister, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Le premier restart d'Esteban Ocon, c'est le pilote le plus rapide en piste. Mais oui. Il met 3 secondes ou 4 secondes d'écart devant Max Verstappen. Mais en très peu de temps. Ce même Verstappen qui, derrière, lorsqu'il passe Ocon, il enchaîne les meilleurs tours. Exactement. Si Carlos Sainz ne se sort pas... C'est la question que j'allais vous poser. Bah oui, c'est justement la question que je voulais vous poser, les gars. Et s'il n'y avait pas eu justement l'intervention de la safety car, est-ce que Ocon aurait pu l'emporter? Parce que Max Verstappen a dit une phrase hier en conférence de presse qui, je trouve, est assez révélatrice. Il dit « C'était difficile de passer ici avec le nouvel asphalte et le spray. Il n'y avait qu'une trajectoire sur laquelle passer, donc je savais que je devais le tenter. C'est facile de bloquer les roues, mais le virage 1 est toujours un bon endroit pour dépasser. » Dit-il alors qu'il en a passé 15. Mais moi, ce que je comprends quand même entre les lignes, c'est en mode... Il fallait que j'attaque au restart sur ce virage 1 parce que derrière, ça aurait peut-être été compliqué de passer. Est-ce que c'est moi qui fantasme ou... Il y a 2 lectures. Il y a celle où tu vois qu'effectivement, celui qui est en tête développe un rythme de fou et s'en va. C'était le cas d'Ocon, ça a été le cas de Verstappen quand il est passé. Et effectivement, quand tu lis ça comme ça, tu te dis, s'il n'y a pas justement ce deuxième restart, Ocon y gagne. Et il y a quand même l'autre lecture du 20 secondes à l'arrivée. Non, mais en fait le 20 secondes à l'arrivée il est dû à justement... Bien sûr, au clean air, enfin au... Non, il est dû à un autre élément, c'est que la piste sèche. Et que Max Verstappen il tombe les temps. Et il les tombe. Et qu'à partir de là, c'est le cas pour tout le monde. Oui, mais du coup, plus la piste sèche, plus la Red Bull redevient la Red Bull et l'Alpine redevient l'Alpine aussi. Donc, est-ce que la Red Bull redevient la Red Bull si elle est coincée derrière un pilote? C'est la grande question. Moi j'en suis. Enfin, je sais pas, je vais pas te dire. Je ne sais pas non plus. Ce que je veux te dire, c'est que du coup, ma part de Ocon aurait gagné cette course s'il n'y avait pas eu le deuxième restart. Ou en tout cas, peut-être s'il avait mieux géré le deuxième restart. Elle est quand même un poil annihilée par à mon avis, Max Verstappen sur les inters était pas si à l'aise que ça, ou en tout cas parfait que ça. Enfin, si, il était parfait, mais je veux dire, la Red Bull n'était pas si parfaite et qu'il y a un moment donné quand même où la fin de course est un peu éclaircie sur les rythmes et qu'à partir de là, l'Alpine est redevenue... Enfin, Cendrillon est redevenu citrouille, quoi, tu vois. C'est pas mal. Je sais même pas si c'est ça d'ailleurs dans Disney, c'est ça? Ouais, mais on a l'image, t'inquiète. J'ai peut-être mélangé 3 Disney, tu sais, mecs qui font des proverbes qui mélangent ensemble. Regardez cette petite stat, c'est un tweet de notre copain Perceval Wolf, qui suit beaucoup les jeunes pilotes, qui fait un travail monstrueux d'ailleurs. Petit tweet, il mettait 4068, c'est le nombre de jours depuis le dernier podium commun de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Incroyable. C'était il y a 11 ans en Eurocup Formula Renault 2.0, ancêtre de la Freca, et c'était du côté du Hungaroring. Merci les champions. Vous avez remarqué quand même que dans le genre destin lié, eux deux là, c'est que dès qu'il y en a un qui met un podium, il y en a un qui met un podium pas loin après. Dès qu'il y en a un qui gagne, l'autre il gagne après. Oh, on n'a pas eu de victoire française pendant 26 ans. Mais il y en a un qui gagne 10 mois après, l'autre il gagne. Mais tu fais bien de parler de ça, parce que justement j'y pensais, tu vois, ce matin dans la douche, je me disais, on a quand même de la chance. Okay. Non mais ça, tu vois, j'y pensais, je me disais, on a quand même de la chance, parce que nous on a connu l'époque
où il y avait plus de pilotes français en Formule 1. On a connu l'époque où il y avait plus de Grand Prix de France. Bon, tu me diras, elle est vite revenue. Et maintenant, on connaît quand même une époque où, tu vois, en fait, c'est à ça que je pensais dans la douche ce matin. Je me disais, Gasly, quand il fait podium, on est en 2019. On a déjà cette émission. C'est notre première saison au Brésil, tout à fait. Et rappelle-toi qu'il y a un fait majeur dont je me rappelle plus, mais on s'était dit, on met Gasly en premier enseignement parce que c'est beaucoup trop fort, parce qu'on n'est plus habitué à ça, etc., etc. Aujourd'hui, un double podium, Ocon, Gasly, c'est le 3e enseignement de cette émission. Oui, alors il y a une lutte pour le titre. Il y avait une lutte pour le titre. Il y avait aussi une lutte pour le titre à l'époque. En 2019. On aurait pu c'était terminé depuis longtemps. Non, mais il y avait une course folle. Non, mais ce que je veux dire, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces mecs-là. Avec la victoire d'Albon abandonnée. Non, mais tu vois, regarde, le dernier double podium français, c'était en 1997. C'est-à-dire, moi, j'avais 9 ans, tu vois, à l'époque. J'en avais 3. Voilà, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une génération aujourd'hui de gens qui suivent la Formule 1 qui, grâce à ces deux gars-là, eh bien, s'habituent à. Alors, s'habituent, c'est un grand mot, mais en tout cas. Ont vu des Français gagner. C'est quelque chose de moins anormal. Exactement, c'est moins anormal, c'est moins l'événement. Rappelle-toi, excusez-moi les gars d'en parler, quand Gasly fait P2 au Brésil, rappelle-toi qu'on avait rigolé avec Alex Caldi qui avait mis un tweet en disant fonçons sur les Champs-Élysées. Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, et qu'aujourd'hui c'est le 3e enseignement quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Encore une fois, il y a un titre qui se fait plier là, mais c'est la hiérarchie de l'info. Ça aurait été le deuxième en 2019, ça aurait été le deuxième enseignement. C'est aussi la vie. C'est ce que je voulais moi hier. C'est aussi la vie de la Formule 1 en France. Quand tu dis on a connu des moments de disette, des moments sans Grand Prix. Là, on va avoir un moment sans écurie française, malheureusement. Alors, je sais que c'est pas vraiment le sujet, mais... ça va le devenir mercredi, je te le dis. Mais par contre, faut quand même reconnaître à Alpine un truc, c'est que dans les écuries de fond de grille, c'est la seule qui cogne un podium par saison depuis 4 ans. C'est vrai. Mais grâce à quoi ? Et on en revient au début du sujet. Bien sûr. Mais Williams, ça revient encore leur dernier podium, alors que la Williams c'est fondamentalement meilleur que l'Alpine cette saison, on va pas se mytho. La Williams, elle doit faire un podium à Bakou en 2019, je sais plus. As, il y en a eu un déjà ? Non. Cette saison, je pense pas, non. Si, il y a eu un podium de Romain Grosjean en 2016. À Belgique. Oui, mais tu vois, alors. C'est pas avec Lotus, ça, en 2015, non ? Je sais plus. On retiendra plus le podium, mais moi, je préférais dans la situation de As. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Sur la construction d'une écurie. Je préfère être As aujourd'hui qu'Alpine, même si tu viens de signer 2 podiums et que possiblement tu vas terminer 6ème. Même si, et quand même, tu vois, ils vont les chercher ces petits trucs. Et il faudra. Oui, mais là aussi, c'est la force du pilote. La force du pilote. Il y a la force du pilote. La saison prochaine, avec tout le respect que j'ai pour Jack Doohan, j'ai une inconnue sur Jack Doohan. Ah ouais, clairement. Ouais. Tu vois, peut-être que ça le fera, j'en sais rien. Les rookies nous surprennent. C'est ça, c'est pour ça pourquoi je vais pas me. Mais il y a une inconnue sur ce pilote et indéniablement, quand tu perds Ocon et que tu récupères Doohan, tu te dis que le line-up. Pas la même. D'ailleurs, petite parenthèse sur les rookies, donc qui tous. Mais ça, on va en parler là. Ah, le 4e enseignement. Juste pour finir, Oliver Hawks qui prend des compliments dithyrambiques, non pas au sein d'Alpine, mais au sein des autres écuries. Il va falloir aussi en parler à un moment donné parce que dans l'exécution, il y a quand même eu des choses ce week-end qui ont été bonnes. Mais ça, on le gardera plus tard. Franchement, les dirigeants d'Alpine depuis 5 ans, c'est injugable. Ouais, je sais pas, si on est obligé d'en parler, c'est vraiment le sujet. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste un point que j'ai rajouté. Il est pas tombé. Moi, je suis tombé, je t'ai vu, mais t'as pas imité. Donc, Non, mais c'est toi le roi de l'imitation. Ouais, mais moi, je veux pas faire ça. C'était Bruno Famin qui refuse de parler, le vice-président, excusez-moi, d'Alpine, qui refuse de parler de son écurie de Formule 1. Alors qu'il a une interview. Ouais, alors qu'on a envoyé un mec faire 6 heures d'avion pour aller le voir dans une hospitalité. Mais on vous en parlera mercredi, vous inquiétez pas. Les amis, 4e et dernière, ça m'a foutu la rage. D'habitude, je suis diplomate, mais pas là. 4e enseignement, les gars. 4e enseignement. Obrigado, Chaos Polo. Kata, gros. Kata, l'accent français me quittera jamais, les gars. Le Brésil qui nous a régalé. C'est un peu un enseignement fourre-tout. Le Brésil qui nous a absolument régalé. Ce tracé mythique, cette ambiance unique et magique. Des conditions presque toujours dantesques. Moi, en fait, toi, me sachez que t'es déjà allé au Brésil. Moi, pour moi, j'avais l'image du Brésil, Copacabana, grand soleil et tout le monde en maillot de bain. Frérot, il fait que pleuvoir, en fait, dans ce pays. Si tu regardes la Formule 1. Déjà, c'est un pays qui fait 30 fois la France, calmez-vous, tu vois. Non, mais je dis ça pour la blague, bien évidemment. Mais voilà. C'est Sao Paulo, hein. C'est pas Rio. Hein. Si tu connais que le Brésil par le prisme de la Formule 1, tu dis, j'y vais jamais. C'est la saison des moussons en permanence. Il y avait les commémorations, franchement ça c'était un moment aussi incroyable, les commémorations autour des 30 ans de la disparition d'Ayrton Senna, Lewis Hamilton dans la McLaren de Senna, c'était moi vraiment un moment qui m'a mis les frissons. Les rookies en grande difficulté,
Les Racing Bulls qui régalent, mine de rien, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Tsunoda, il est dans le top 10, il a fait une bonne course, il était même un peu frustré, il aurait peut-être mérité un petit peu mieux. Lawson, c'est le seul rookie qui s'en est sorti. Le calvaire des anciens, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, je sais pas si vous avez vu Fernando Alonso sortir de la voiture, j'avais l'impression qu'il est pas 42 ans, mais 57. Voilà. En tout cas, c'est ce que Laurent aussi dit, il a vu sa carte d'identité, apparemment il est né en 61, donc... Et s'il avait raison. Ouais, peut-être, hein, je sais pas. Mais depuis le début, ils ont tous raison. Ouais. C'est pour ça qu'ils veulent pas répondre aux questions. Et puis la FIA qui s'est complètement noyée sous la pluie tout au long de ce week-end. Allez, pêle-mêle, on a listé plein de sujets. Qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme ça à la volée et nous offrir quelques avis forts, les gars, sur tout ce qui a été. Il y en a plusieurs, hein. Ah bah oui, je sais. Là, il y a Polo qui te regarde et qui a un fusil. Il te dit. Je vais vous dire, Polo est resté avec nous aujourd'hui. Juste là. Polo est resté On avec est sous nous surveillance, on a un bracelet. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il est là en plateau. On a un bracelet électronique. Gros. Moi je le vois pas, donc du coup je vais. Moi je prends une balle dans le dos. Non, je vais taper dans deux trucs, Rookie et FIA. Tu m'as fait peur. Rookie et FIA. FIA parce que c'est nimp de A à Z. Alors, gestion de la météo, parfaite, je trouve. Enfin, les timings, machin, enfin, en vrai. Oui, c'est vrai. C'est- Les reports, les c'est avancées, très bien. sûr. Je trouve que Oui, ça c'est assez. Oui, je trouve Ça a que signalé, t'as raison. pour une fois, avancer la course la veille, avancer la Super. course d'1h30. super. Bravo. Et je salue d'ailleurs un viewer des Pistonnets. Je regardais le début de la course dans le RER. Il était pas au courant que l'heure avait changé. Il me dit, attends, mais ça c'est en direct. Ça a changé, mais c'était pas 18h. Ah non, ils l'ont changé. Donc je le salue s'il nous regarde. Non, c'est marrant. Le pauvre, oui, désarroi. bah oui. Surtout une course pareille du coup. Non, bah ouais, c'est ouais. relou, ouais. Heureusement, le replay existe sur F1. Non, j'avais oublié. On va se faire que des potes aujourd'hui. De toute façon, on n'a plus de potes. On s'en fout, on donne les vraies choses. Si, Gunther, il nous a bien aimé. Ah oui, bah là. Mais lui non plus a plus de potes. Et Arnaud Trulli, tu rigoles, on l'a mis chapeau 3. Ouais, ouais. Bref, à la base, je voulais solide. parler d'un truc qui s'appelait la FIA. FIA, ouais. Donc, la gestion météorologique, ok, très bien. Et surtout, j'ai kiffé par exemple un truc, c'est que on n'a pas attendu 8 ans dès qu'on a considéré que c'était à peu près roulable. Donc, on l'a envoyé et derrière, ok, 10 minutes, on y va. Tu sais, bah, par qualif exemple. Ou Non, en- mais par exemple, hier, sur le. Bah, déjà, oui, les drapeaux rouges, ça a été assez vite réglé, je trouve. Et hier, le rolling start a pas fait 9 tours de safety car. Ah oui, mais tu sais que j'étais surpris. Oui. Ouais, direct, c'est reparti. C'est d'habitude on a Cool, effectivement très bien. 2-3 tours, prenez vos marques. Et là je fais non, safety car. mais très bien, easy très bien. slap. Non mais bravo. Ça, c'est cool. Alors après, il va falloir qu'on ait des cas de figure pour déterminer ce qui vaut une safety car, ce qui vaut une VSC, ce qui vaut un drapeau rouge. Il va falloir qu'on ait une procédure pour sortir une grue sur une piste et que du coup ça ait une conséquence directe avec une règle directe à appliquer. Il va falloir qu'on interdise au commissaire de toucher à une voiture tant que le pilote n'est pas sorti de cette voiture. Sauf si, bien évidemment, il y a un feu ou quoi, ou machin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait hier et derrière changer complètement le résultat d'une course. Parce que ce qui s'est passé, Oui. ça met un drapeau noir, premier drapeau noir depuis 2008 ou 2007. Je sais plus si c'est Fisichella Massa Canada. Je me rappelais ou plus, si c'est j'ai 2008 Rubé Barrichello. Je sais plus exactement. Mais bref. Vous nous direz en commentaire. Ouais. Mais du coup, tout ça a influé la course. Et du coup, ce n'est pas l'application d'un règlement qui a influé la course, mais l'interprétation humaine d'un règlement qui, au final, varie en fonction des GP. Ce qui s'est passé, la grue sur la piste, Voilà, c'est... l'aborted start. L'image a fait tellement peur quand tu connais le passé de. Ouais, enfin, piste mouillée, grue sur la piste. Ah oui. On l'a eu l'année dernière au Pense à Japon, Jules, hein. bon, c'est pas- Ouais. Donc, Pense enfin, à en fait- Gilles, on pense à Schumacher aussi qui était pas passé loin du drame au Brésil Oui. déjà. Et- Au Brésil, ça a toujours été Gros, compliqué les conditions de sécurité. hein. Nürburgring 2007, vite Antonio Liuzzi, il manque de se manger la safety car Bien et sûr. la grue Mhm. en sortant pleine balle. Je pense qu'il arrive à 200 à l'heure dans le bac à gravier. Si la grue elle est 1 mètre plus loin, il fait la même que Julien qui Gasly, Suzuka 2023. Ouais, tout à fait. Oui, mais encore une fois, tant qu'on passe juste à côté du drame, Voilà, c'est pas grave. Mais là, en fait, le drame, on l'a déjà eu. On a instauré la VSC pour ça et on continue à faire des dingueries. À un moment donné, soyez clairs. Mais bon, ça, encore une fois. Après, ça tu change sais, pas. j'ai envie de dire aussi, il y a la faute de la FIA, il y a la faute aussi de la formation des commissaires de piste. Moi, je trouve en tout cas, c'est pas la première fois qu'il y a des dingueries au Brésil. On se rappelle Schumacher qui avait failli se prendre justement la grue dans des conditions mouillées il y a quelques années. On se rappelle aussi que Philippe Streff, qui a eu un tragique accident, est resté aussi paraplégique parce qu'il a été mal pris en charge au moment de l'extraire aussi de la voiture. Et c'était déjà au Brésil. Je Oui, vais pas la- fustiger sur le Brésil. La mais, safety car en pleine piste, enfin la medical car arrêtée en pleine piste qui se fait arracher la portière, c'était au Brésil. C'était au Brésil aussi déjà. C'était C'est vrai, je sais plus, c'est en 2002, 2003, un truc. Tout à fait. Non, c'est plus récent. 2000. Ah non, c'est beaucoup plus récent. Ah ouais Ah ouais, Dans les S de 2000. Senna
Ouais. Ah, pour moi, c'est beaucoup plus récent. Ah ouais. Ouais. Et puis attends, le crash de Fernando Alonso 2003. 2003, ouais. Ouais, Oui, là, t'as raison. avec du coup Ah, le après, c'est bordel un en autre temps, piste, c'était mais il y a le 20 drapeau ans. rouge qui est mis après. Oui, Ah, oui, bref, oui. c'est toujours un Non, peu le mais, bordel. pour rester sur ce K.O. point-là, Polo. moi, ce qui m'agace profondément, en fait, c'est la gestion. Enfin, la gestion. Il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps, donc je vais pas. C'est juste qu'en fait, ces prises de décision offrent l'opportunité des théories du complot. Et C'est ce vrai. qui se passe, moi, en Et qualif, toi, ça me tu gêne. les aimes. C'est Brésil 2002, le crash. C'est Tu vois, voilà. Ah ouais. Bah ok. Non, mais en fait, ce qui se passe sur la qualif, moi, il y a une profonde. Tout à l'heure, tu parlais de l'aspect sportif qui est biaisé par la gestion du Kyle Hülkenberg. Bah, la gestion de la qualif, elle est biaisée justement par la gestion du drapeau rouge. Qu'on soit clair, Verstappen, il saute en Q2. En Q2, parce ouais. que il était, au moment où il y a le drapeau Oui, jaune, il tombe à il a 1,35. 2 secondes. Il a 2 secondes on a 2 secondes de la fin du tour de Leclerc. Donc lorsque Leclerc termine, Verstappen passe 11e. Donc ça ne change rien. Moi, ce qui me gêne en fait, Et il reste qu'une minute 35 C'est au moment que- où il y a l'accident. Donc, ouais, même le s'ils mettent drapeau rouge, là, le c'est drapeau jaune est déclenché à 1,37. Enfin, on le voit sur le synthé à gauche Ouais. à 1,37. Moi, ce qui me gêne en fait, c'est qu'on arrive dans un cas de figure où, à ce moment-là, la direction de course estime qu'elle a le pouvoir de décider qui termine son tour, qui ne termine pas son tour. Ouais, bien sûr. Elle laisse 40 secondes entre le moment où il y a le premier drapeau jaune et elle déclenche le drapeau rouge. C'est au crash important, tu vois, où tu sais que tu auras drapeau rouge. Sauf que comme il arrive virage 1, tu te dis, bon, bah en fait, les pilotes qui sont au 2e ou 3e secteur, ils peuvent le terminer ce tour. Mais pourquoi est-ce que tu autorises Pierre, Paul ou Jacques et tu n'autorises pas Verstappen à terminer son tour qui lui aussi était. Oui, c'est arbitraire, on appuie sur le bouton et c'est terminé. Et moi, ça me gêne d'autant plus que. Et c'est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas 40 secondes pour éliminer Verstappen. Le vrai problème, c'est qu'en fait, si tu donnes le drapeau rouge tout de suite à 37, on va dire 1,35. Ça le passe temps pas, des hein, 2 secondes. d'accord. À 1,35, tu mets le drapeau rouge. Le meilleur tour à ce moment-là, c'est 1,24. Peut-être qu'il y a un ou deux pilotes qui, en sortant en premier, en faisant des gros tours, on va me dire oui, mais la gestion de l'énergie. Mais avec des conditions tellement changeantes, la gestion de l'énergie, elle est moins capitale que sur un tour sur le sec. La voie des stands, elle est catastrophique, c'est dur. Peu importe. Vraiment, c'est dur. Peu importe. Tu ne peux pas, en fait, décider toi-même. Toi, tu peux pas. Et moi, ça me gêne, c'est tout. Après, il y a plein de choses à dire sur la gestion de ce week-end, les drapeaux rouges. Le drapeau rouge qui est déclenché au crash de Colapinto, il est nécessaire. La voiture de sécurité juste avant, elle est nécessaire. Et la parce voiture de que sécurité, visibilité- juste parce qu'il pleut trop. C'est ça, alors en que fait, c'est personne pas- s'en est plaint. C'est pas parce qu'il pleut trop, c'est le manque de visibilité. Et le manque de visibilité, il y a Pour les plein de Nico pilotes qui le disent à la radio. D'accord. Alonso, Pérez, D'accord. Birman, donc les expérimentés, ils le disent. Enfin, beaucoup le disent. Le On manque y de voit plus rien. visibilité, il faut arrêter la course. D'accord. Donc à ce moment-là, la voiture de sécurité qui Donc, est inexplicable. On remet pas forcément en question du coup la sortie de cette safety car. Pour moi, Parce non. que moi c'est vrai qu'à chaud on comprend pas. Oui, Elle a À un chaud, on choix se dit, mais- arbitraire dans le sens où en fait c'est soit tu enfin pourquoi sur safety car sur rouge si c'est pas visible Bah, à ce moment-là, tu estimes parce que safety ça car vaut- tu sais que c'est ce qui va se passer, les pneus vont refroidir, les mecs C'est vont vrai, sortir, ils les mettent t'as en raison, danger les mecs aussi, vont ouais, sortir. T'as raison, mais si tu mets drapeau rouge. Bianchi c'est arrivé sous safety car. Si tu mets drapeau rouge tout de suite, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire ouais, mais ça influe le sportif parce que t'as Norris et Russell qui viennent de s'arrêter, du coup ça va offrir la victoire à Comme Verstappen. safety car ça influe pas le Peut-être. sportif. Moins que le drapeau rouge. Bah je suis désolé mais si Oh. non, mais attends, si tu prends On une va pas mettre sur le même plan le mais drapeau gros, rouge et si safety tu car. prends une décision de sécurité, c'est pas la safety car qui te l'amène, c'est le drapeau rouge à ce moment-là. La safety car, elle Oui, va mais juste la faire question- refroidir les gommes la de tout le monde question- et les envoyer dans le mur. La question c'est est-ce que c'est une décision de sécurité à ce moment-là qui est prise quand tu sors la voiture je de pense. sécurité ou est-ce une décision de sais pas. sécurité Ah, en oui. voulant éviter d'influer Sur le de sportif. manière conséquente sur le sportif? Mais j'en sais rien. C'est possible, t'as Tu te raison. rends compte Vous que avez là- tous les deux raison, je pense sur Là, ce sujet. la hein. FIA se met à réfléchir de la même manière que Michael Masi réfléchissait et du Ça, coup, c'est un au final problème. à finir à faire des boulettes. Les rookies peut-être? Ouais. Les rookies, ils sont impressionnants, soit. Et je sais plus qui a dit ça. Il n'y a pas de simulateur sous la pluie parce que c'est pas utile. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est excellent. Ça doit être franchement, je serais pas surpris que ce soit Villeneuve. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais il y a, je crois que je me demande si c'est pas Fred Vasseur. Je sais D'accord. plus qui a dit ça. Ok. Mais on ne pilote pas sous simulateur sous la pluie parce que, bah en fait, on développe pas la voiture en faisant ça. Ça nous apprend rien. Bon, on l'a vu. Ouais, mais moi. Et je leur reproche rien. Oui, voilà. Et Moi- Colapinto, il a jamais roulé sous la pluie en Formule 1. tellement Berman non plus. dantesque. Berman non plus. Voilà, c'est pour ça que moi. Lawson, je les- sais pas. Les conditions 120 étaient dantesques, les voitures sont monstrueuses. Les 120 sûr. loopings de Berman et le crash Ah, de Colapinto et les crashs sur l'ensemble du week-end, pour moi, ça fait partie le fameux processus d'apprentissage Mais en Formule 1. mine de rien, ce qui s'est passé là t'apprend
te fait comprendre un peu plus pourquoi ces pilotes sont si bons en arrivant en F1 sur le sec. Oui. C'est qu'ils font pas de simu sous la pluie. Par contre, qu'est-ce qu'ils en ont enquillé des tours, et qu'est-ce que quand ils payent des essais privés qui sont bien évidemment sur le sec, on leur fait pas des essais privés sur le mouillé, qu'est-ce qu'ils en enquillent des tours. Donc tu vois quand même la diff, c'est que un pilote expérimenté. Ouais, même les pilotes expérimentés sont tombés. Alonso et Hamilton. Alonso, il se mange un mur et il tout fait. le week-end même. Attends, le train arrière made in Mercedes ce week-end, il était catastrophique. Oui, mais peut-être que du coup, les pilotes n'étaient pas aussi trop bas. Voilà, c'est ça. Et Aston, il dit que la hauteur de caisse c'était pas la bonne et que du coup, et puis pour le troisième secteur est en galère. Pour le cas Oliberman, il y a aussi un cercle vicieux dans lequel malheureusement il est entré, c'est qu'à partir du moment où tu sors une première fois, tu sors dans l'herbe, tu perds la température des pneus. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas attaquer pour remettre de la température dans cette gomme. Sauf que tu vas prendre plus de risques, tu vas attaquer davantage, tu refais une nouvelle sortie parce que tu as trop attaqué, etc. Et en fait, tu entres dans ce cercle vicieux qui fait que tu multiplies le looping. Ah, mais si tu perds le rythme sous la pluie, c'est terminé. Bref, j'ai fait mes 2 trucs. Je te laisse. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je vais rester juste sur les rookies et en l'occurrence Colapinto. Et on en revient un peu à Interlagos, à l'ambiance et aux rookies. J'ai hâte qu'on aille en Argentine pour le GP, sincèrement. Alors là, j'ai vu qu'il y avait ça commençait à parler avec Dominicali. Là, c'est perso. Mais cette ambiance, mais total. Mais cette ambiance de foot, moi, je kiffe. Et en fait, je me dis juste, j'ai vu plein de vidéos, les mecs, ils sont fous, quoi. Ça chante, c'est des ambiances de stade de foot dans un circuit de F1. L'engouement en fait que dégage aujourd'hui, faut comprendre qu'en Argentine, dans la gestion du cas Colapinto, la gestion médiatique. Colapinto, il est aujourd'hui aussi, alors populaire je sais pas, mais il est aussi traité que les champions du monde de foot 2022. C'est une folie. C'est un délire. La folie Colapinto. En fait, je me dis, non mais attends, le jour où on aura un GP en Argentine, ça va être quoi ? Il faut qu'il reste pour ça, en fait. Tu sais, parenthèse... Tu sais que c'est en train de légitimer le fait de sortir Pérez, tu sais ? C'est plus le seul ambassadeur non mais totalement fort. Hispanophone. Il y a 3 mois, l'Argentine n'existait pas sur la carte Formule 1. Aujourd'hui, on est là à se dire, peut-être qu'en 2027, on aura un GP en Argentine. Mais t'as vu plus de drapeaux argentins dans les tribunes que le Brésilien. Mais tu sais que c'est ouf ce que tu dis, Georges Quirino, que je sais que t'apprécies beaucoup, que tu connais, qu'un journaliste qui a vécu en Argentine, qui a vécu de grands moments en Argentine, parce qu'il a fait le confinement, la victoire à la Coupe du Monde, la mort de Diego Maradona, etc. On en a parlé la semaine dernière et depuis, tu sais, dans la semaine, il m'envoie une sorte de revue de presse quotidienne où dès qu'il y a un truc qui sort sur Colapinto, il me l'envoie. Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que Colapinto est parti boire un café en centre-ville. Colapinto a été aperçu avec telle nana. Est-ce que c'est sa copine ou est-ce que c'est juste une nana d'un soir ? Colapinto, c'est la folie. Colapinto, il y a tout. C'est un truc en fait que nous, peut-être en France, quoique en France, on a aussi cet aspect. On va se passionner sur un sportif. Regarde les Jeux Olympiques. Ouais. Les ambiances à l'escrime, au Grand Palais sur les. Oui, mais tu vois ce que je veux dire ? On est capable aussi, nous, de se passionner comme ça sur les sportifs. Mais en Argentine, c'est ça. Ça veut dire que on va se passionner. Le sport, limite, on s'en fout. On va se passionner sur le représentant argentin. Rappelez-vous je sais pas s'il y a des fans de tennis, Juan Martín del Potro, lorsqu'il revient au sommet en 2016, les Jeux Olympiques à Rio, derrière les Masters 1000, etc. La Coupe Davis, la finale en Croatie, où t'as je ne sais combien de milliers d'Argentins qui y vont, t'as Maradona qui est en Croatie. Ils sont capables de se transcender pour leur... C'est même pas transcender, ils dépensent des milliers d'euros justement. Les vols Sao Paulo, Buenos Aires qui étaient complets, il y en a qui l'ont fait par route. Rappelle-toi le Boca River Madrid. Hein. Oui, mais ça à la limite c'est du foot, tu vois. Non, mais ils jouent à Madrid. Ouais, alors à Madrid c'était plutôt les Argentins d'Europe parce qu'en Argentine ils boycottaient aussi bref. Ouais, la délocalisation. Mais en fait, tu te dis si un jour on a un GP en Argentine avec Colapinto, mais quelle ambiance ça va être, tu vois. Et là je repense au recibimiento à River Plate la semaine dernière. Je pense que ça peut être une folie genre inédite. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça et j'espère qu'on aura très vite un GP en Argentine si Colapinto reste parce que ça n'a pas de sens. Et on rappelle en plus que c'est quand même un symbole fort. Enfin, moi je connais moins la situation que toi, mais on rappelle que c'est un symbole fort parce qu'en Argentine t'as une crise économique sans précédent. Le titre mondial 2022, ça a aussi une 125% d'inflation depuis le début de l'année. Bien sûr, mais c'est une folie. Depuis le changement de président. Depuis 20 ans, je te passe les détails. Donc voilà, et puis on rappelle aussi que l'Argentine, c'est quand même une terre de Formule 1. On a eu Fangio, et jusqu'en, je crois, c'était 98 ou 99, le dernier GP en Argentine. Donc 98, ouais. Récemment, on avait encore des courses à Buenos Aires. Qui n'était pas un tracé dingo. Je sais pas, j'ai souvenir de gosse. Du coup, j'ai revu j'ai pas connu. Moi, j'ai juste revu le tracé. C'est les tracés 70-80. C'est pas les meilleurs. Hein. Mais bon, on peut retravailler. 90 par contre. On appelle Tilke et c'est bon. Voilà les gars. De Colapinto. Et juste moi je finis là-dessus, tu parlaais d'ambiance. Vous avez entendu sur le tour d'Hamilton dans la voiture de Senna. Vous avez entendu cette foule Senna. Mais ça c'est pas nouveau. Tu sentais quand même quand c'est Massa, non mais bien sûr, mais
Tu vois, nous, on l'a pas sait qu'au vécu, Brésil, tu vois, oui, les passages de Senna Interlagos, on l'a pas vécu. Tu sentais quand même que C'était fou. il avait caca culotte de la mettre dans le mur, hein, parce que il Il a pleuvait. tartiné quand même un peu. Ah, hein. non mais attends, justement, elle partait à des Ah. moments. S'il est responsable de la McLaren de Senna qui termine dans le mur, Lewis Hamilton. Ah, pour moi, c'est l'image du week-end. Leclerc a bien flingué Pas- celle de Loda à Monaco. hein. Pas qu'il la met dans le mur. Mais Leclerc à Monaco, tu vois, L'image du week-end, en fait, ça restera. Hamilton au volant de cette McLaren, ça restera comme une image Avec le forte. casque jaune et tout. Wow, je t'avoue, là, t'es T'es devant vert l'écran. à son casque. Ouais, jaune. Enfin, il y avait l'inspiration Ayrton Senna, son casque Oui, aujourd'hui. À Lewis Hamilton sur ce week-end, c'était dingue. Classement, les gars, très rapide. On fait le point sur la comptabilité des Comme pilotes. l'émission. C'est cuit, les amis. Non. 62 points d'écart entre Verstappen et Norris. On signalera que Russell repasse devant Hamilton pour 2 points. Voilà. Là, Et il faut un que- double 25-0 là. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, du côté des constructeurs, on le voit aussi, cet écart entre McLaren et Ferrari qui reste constant, qui s'est même un petit peu accru ce week-end. Et on aura l'occasion d'en parler pour les 3 Leclerc n'est plus titrable, ça y est, depuis ce Grand Prix. Alerte spoiler. Moi, j'y croyais Norris encore plus jusqu'au trop dernier non tour. non, mais mathématiquement, Ouais, bien sûr. il n'est plus titrable. Important. Et au constructeur, il y a 3 écuries titrables. Et puis, vous voyez la situation, vous en parlez tout à l'heure. Alpine 49 points. On a, c'est une dinguerie. 3 points derrière As. Ça va être la lutte Et de cette fin de 5 saison. points derrière Moi, je vais me Racing passionner Bulls. pour cette Ah lutte. ouais, bien sûr. Franchement, Bien sûr. Et on sait qui tu vas 5 supporter. points. Je dis, on sait qui tu vas supporter dans cette lutte. Non, c'est pour la C'est vraiment le sujet. Non, c'est pas le sujet. Toi. Tu préfères On va qu'Esteban vraiment parler de ça Ocon et As qui terminent devant ou pas du coup? Qu'est-ce que tu préfères? C'est pas mon problème. Moi, je veux juste des belles courses, Des belles courses. des rebondissements. Ah oui, exactement. oui, j'avais oublié l'amour de ton beau jeu plutôt que l'amour de. Par contre, Humbert Todd. Alonso, il est encore 9ème. Hein. Oui, c'est vrai. Alors que c'est compliqué. Il n'est pas 20. En même temps, Alonso est tout seul. Pérez il est tout seul. On aura l'occasion d'en parler, les gars. Une Ouais. émission qui a été très longue. Je sais que sur Twitter, vous demandiez 2 heures. Non, on fait pas 2 heures, mais on a fait. Est-ce on a fait 1h30. est-ce que Polo On pourrait a fait- faire on a fait- non, on va vous quitter là-dessus, les amis. Mercredi, je vous donne le programme. On continuera sur cette vibe un peu Max Verstappen. On va essayer de replacer cette victoire dans la carrière de Max Verstappen. Est-ce que c'est sa plus belle victoire en carrière? Et peut-être un peu dans l'histoire de la Formule 1 aussi. On va en parler, bien sûr, avec Brice et avec Hamza. On aura des nouvelles, les gars, de Théo Pourchère. Théo Pourchère, je vous l'ai dit, on a envoyé Joseph Ruiz en envoyé spécial du côté de Bahreïn où se disputait la dernière course du WEC. On aura Théo Pourchère. Et on va vous expliquer ce qui s'est passé avec Bruno Farma. Passez une bonne journée, les amis. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et on vous attend mercredi, ça risque d'être explosif. Merci les gars, bravo. À mercredi. Salut.